Bonjour à tous, bienvenue, bonne année à tous. Est-ce qu'il y a des gens déjà? C'est Je vois bon. pas encore le chat. Oui, il y a Polydor qui est là avec son VIP, son badge VIP. Ah, il est Salut toujours là. Poly, toujours présent. Salut à tous. C'est bien, il prouve qu'il mérite l'honneur qu'on lui a fait en lui donnant ce badge. Eh oui, il y a Lucamea aussi, salut, bonne année à vous deux. Ah, bonsoir Bonne Lucas année aussi. à tous ceux qui sont sur le live. Et ouais, encore là. Des bonnes résolutions, hein. T'as gardé les meilleures résolutions pour cette année. C'est important, c'est important. Bon, on va attendre un petit peu avant de faire parler Taken. Parce qu'on a une petite surprise pour Taken. Notamment ceux qui étaient là les lives précédents l'année dernière. Ça va vous faire un petit changement. Voilà. Ça va être un peu moins désagréable si on peut teaser un peu comme ça. Impeccable. Ouais, ça va faire une grande différence hein, quand même. Merci du follow, Fekirzet. Bienvenue sur le live. N'hésite pas à discuter dans le chat. Bonne année à toi. C'est vrai que c'est le premier live de nouvelle année là. Bonne année à tous. Eh oui. Salut Rémi, merci du follow. Bonne année. Installe-toi avec cette belle victoire. C'était un peu chaud quand même sur la fin, mais on s'en est sorti finalement. Merci du follow Melsigno. C'est passionnant à la fois quand même. Et on enchaîne en 3 follow à la suite pour commencer. Ça fait beau. Vraiment plaisir. Ah, c'est le lancement de la nouvelle année, c'est ça qui est bien. Hein. Salut Barbex. Et la win, hein. Ça fait combien? 15 matchs d'invincibilité maintenant ou 15, mais oui, bien sûr. 15, c'est énorme. Matchs. On commence à s'habituer, hein, la team. Hein. C'est des bonnes habitudes, ça. Je pense qu'on aime tous, ce genre d'habitudes-là. Hein. Ouais, ça, très clairement. Salut Tess. Salut Tess. Bonsoir, bonne année à toi. Je m'étais posé déjà la dernière fois comment on prononce le nom de ton pseudo. C'est Tus, c'est Tus, c'est Thus. Fais-nous un peu de phonétique dans le chat. Exactement. Essaye de te débrouiller. Tu vas écrire ton pseudo d'une manière assez intrigante, je suppose. Je sais que j'aime pas, moi, quand on dit mal mon pseudo, ça m'énerve, donc... Ouais, c'est sûr. Ok. Théus. Bah effectivement, on n'aurait pas pu deviner, pour le coup. Impec. Et ben, maintenant, on le saura. Salut Rémi. Salut Rémi. Meilleurs vœux à toi aussi, bonne année. Bonne année, bienvenue sur le stream. Puis je pense on peut faire venir Taken. Hein. On va faire venir Taken. On peut faire venir Taken. On le sort de la prison, de parole. Là, il est dans le starting block. Il est prêt. On l'avait mis un petit peu à la diète parce qu'il s'est un peu empiffré là pendant les fêtes, mais là c'est bon, il est. Ce qui est bien, c'est que là, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, et comme il a pas le droit de parler pour l'instant, c'est parfait. Incroyable. Il est même pas mute, mais vu qu'il est gentil, il parle pas. C'est ça. C'est sympa. Hello Théo. Bonne année. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux nos VIP quand même. Ah, ça c'est vrai que le diamant fait la diff. Hein. Très, très clairement. Bon allez, Taken. Salut en coup. Et bonsoir à tous. Hello. Bon, c'est vrai que... Eh ben ça va. En tout cas, mes oreilles vont bien. Eh oui, nouveau micro. Merci du follow, Wizzy. Nouveau micro, pas forcément de nouvelle voix, mais ça devrait faire quelque chose de nouveau à l'oreille. Nouveau micro, nouvelle année. Nouvelle année. Bonne résolution. C'est incroyable. Et nouvelle vidéo. Bonne année au chat aussi. J'en profite puisque du coup j'étais dans ma cage en attendant d'avoir le droit à la parole tout à l'heure. Donc, bonne année, bonne rentrée à ceux qui sont en période de cours. Ouais, moi j'ai mes partiels qui arrivent bientôt, donc bon partiel à vous si vous en avez aussi. L'investissement est qualitatif. Polydor qui confirme. Il faut, hein. Peu de doute sur le fait que ce soit qualitatif l'investissement. C'était nécessaire en tout cas, parce que les petits crachats qu'il y avait de temps en temps, c'était pas super agréable. Il le fallait. On pouvait pas se rendre compte de la voix que j'avais à cause des bugs du premier micro, donc il fallait réparer cet affront là. Voilà. C'était important. Bon, on va peut-être débuter là. Ouais.
Barbès qui dit qu'on peut faire des annonces de follow custom. Ouais, je sais, c'est prévu. Il y a aussi, vu qu'on a débloqué les subs au dernier stream, mais on n'a pas encore eu le temps de tout setup avec les vacances, avec la nouvelle vidéo qu'on a sortie sur YouTube. Je pense qu'on va avoir le temps d'en parler. On n'a pas trop eu le temps de se consacrer au live, mais c'est prévu, hein, évidemment. Évidemment, tout ce qui est annonce. Alors, juste, normalement, on dit pas trop ce qui se passe en coulisses, mais là, ça me fait rire. Alors, il était 23h11 et on a reçu donc 3 messages sur le groupe Football qu'on a pour travailler. Et c'est Taken qui nous dit « Bon, déchipsez-moi » et ensuite, de ce second message, « Libérez-moi » en majuscule. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir parler avec eux. Ils monopolisent la parole, là. On aurait pu le laisser dans sa cage quand même, ça aurait été plus sympa. Hein. Un petit stream en duo. Bon bah les gars, en tout cas, ce soir c'est encore une victoire. Et puis et quel scénario en vrai Scénario fou. Moi scénario J'étais content. On menait 3-0. Et puis je me disais bon, qu'est-ce qui pourrait me faire encore plus plaisir? Bah c'est un but de Sotoka. Sotoka, un ancien Grenoblois, il avait été recruté en National 2 par Grenoble en 2016. Et c'est grâce à lui, Grenoble est monté de National 2 à National, puis en Ligue 2. Et incroyable. Enfin, Sotoka dans le cœur, quoi. Dans le cœur. Donc ça fait super plaisir pour lui. Il n'a pas une carrière super facile, et là, il est titulaire quasi tous les matchs avec Lens, et il le mérite, quoi. Et moi, étonnamment, genre franchement, je suis content que Lens ait pas pris 3-0. Parce qu'il méritait pas. Enfin, genre, on a eu 2 belles équipes qui jouaient leur football, et Lens a pas du tout été frileux. Et donc, franchement, je trouve que le 3-0, il aurait été un peu violent, et ça aurait pas récompensé les volontés de jeu du côté du Racing. Donc bon, après 3-2, fallait pas pousser, genre je serais bien resté à 3-1, tu vois. En plus il y avait le but de Sotoka pour Tassour, c'était parfait, comme ça il était content. Mais ouais, et du coup après je vois dans le chat effectivement c'est pas normal cette fin de match. Bah c'est clair que j'ai eu l'impression de revoir le Lyon d'il y a 2-3 ans. Vous savez, ce Lyon qui menait 3-0, 4-0 et qui en prenait un, puis 2, puis se faisait égaliser en général dans le temps additionnel. C'est vrai que ça m'a rappelé pas mal ce genre de scénario-là. Moi, ce qui m'a fait quand même rire, c'est que le dernier but, on se le prend et on est 5 en défense. Encore une fois... J'allais le dire aussi. Encore une fois, ça arrive, quoi. C'est très grave. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Le passage à 5, c'est vraiment... C'est limite une priorité, vous savez, comme en maths. Ça implique ça. Bah, en foot, à Lyon, passage à 5 implique prendre un but. C'est vraiment... Et en plus, ce but, c'est typique... Ce pourquoi il faut pas mettre une défense à 5 en fin de match. C'est parce que, vu qu'on est à 5 derrière, bah t'as un milieu moins fourni, du coup ton bloc est plus bas, et du coup bah tu vas plus être enclin à te prendre des frappes lointaines. Et là bah c'est exactement ce qu'on se fait. Alors le but est magnifique, il n'y a rien à dire. Techniquement, tous nos défenseurs ils étaient soit allongés, soit de dos, l'attaquant a super bien géré, mais... En plus, c'est son premier but en Ligue 1, donc pour un premier but, c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est le but, notre bloc, faut qu'il soit un peu plus haut. Notre milieu, il est complètement dégarni. On se prend un but. Est-ce que vous auriez prédit un tel scénario avant le match? Franchement, moi, je voyais beaucoup de buts quand même. Je voyais beaucoup de buts parce que salut, dans le jeu lensois, il y a vraiment... C'est Sébastien 94 Clafootix. Salut Bast. Dans les intentions de jeu lensoises, on les découvre pas ce soir, quoi. Depuis le début de la saison, ils sont dans ces intentions où ils veulent jouer, où ils veulent produire du beau jeu. Et moi, en première mi-temps, j'étais vraiment... assez impressionné. Enfin, non, mais vraiment, au milieu de terrain, quand ils partaient sur des attaques rapides, c'était je passe le ballon et je me déplace pour faire l'appel. Enfin, vraiment, tactiquement, ce qu'ils faisaient sur les contre-attaques en première mi-temps, enfin, sur les attaques rapides en première mi-temps, les Lensois, c'était très très sympathique à regarder, je trouve. Sur les attaques rapides pour moi, qui les avais jamais vus jouer de toute la saison, donc oui, je suis un ignorant, j'ai eu un peu la même sensation, vous allez peut-être me contredire, mais qu'on a vu contre Brest. C'est-à-dire une équipe qui, comme ça, de loin, on se dirait, ouais, pas top,
qui au final dans le jeu est vraiment pertinente, et surtout réussit à caler 2 buts à l'OL qui est censé être sur une période complètement fleuve, à enchaîner les 3-0 et gagner tous les matchs facilement, quoi. Donc j'étais assez surpris, honnêtement. Je m'attendais pas à voir Lens aussi cohérent, aussi intéressant dans le jeu. Mais bon, après, c'est parce que je les ai jamais vus. Faut pas oublier aussi depuis le début de que c'est les promus et ils sont dans le top 10 de Ligue 1. Donc c'est Mais pas moi, ce que des j'aime promus beaucoup qui galèrent. d'ailleurs, c'est voir Lens et Brest, les deux dans le top 10 ce soir. Moi, franchement, je suis vraiment content pour mon football, quoi. Ça me donne le sourire de voir ces deux belles équipes, belles petites équipes, mais belles quand même, être dans le top 10. Bah, c'est le nivellement par le bas qu'on a l'habitude en Ligue 1. Hein. Le niveau milieu de tableau et bas de tableau est tellement faible, entre guillemets, que quand t'as des équipes de Ligue 2 qui sont assez fortes, qui sont promues, bah, elles arrivent facilement, c'est un grand mot, mais elles arrivent, ça arrive souvent. Bah, là, on a 2 équipes qui sont dans le top 10 de Ligue 2. Donc, Même on a Angers aussi dans les équipes, on va dire, c'est peut-être un standard au-dessus, on va dire, de Lens qui est promu et Brest qui est vraiment parmi les petits de Ligue 1, mais Angers aussi réussit à se stabiliser un petit peu autour, on va dire, de la 10e place, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez sympa par rapport à la qualité de leur effectif, qui est quand même assez faiblard, je trouve, quand on dissèque un petit peu tout ça, et surtout contre l'OL, du coup. Angers, si on se rappelle un petit peu, donc c'était il y a un bon mois environ, avait fait un super match. Honnêtement, l'OL gagne sur la fin, après que Paqueta soit rentré et que d'autres soient rentrés. Je sais plus si c'est Paqueta. Non, c'est Guimarães et Cacré qui, sur la fin, font la différence et permettent aussi à Kadewere de marquer son but pour l'emporter. Mais Angers avait fait un super match contre l'OL et c'est un petit peu à l'image des autres équipes type Brest ou Lens, où on se dit comme ça, l'OL va plier le match 3-0 sans forcément forcer. Et puis au final, ces équipes-là donnent du fil à retordre au club. Perso, je me disais vraiment pas ça pour le coup. Là, contre Lens, non. C'est en tout cas, salut aussi à ceux qui continuent d'arriver dans le chat. Salut Torny. Yes. Et je repub le live. Hein, repub. Faisons de la pub. C'est pour ça que je regarde pas trop. J'ai oublié de repub. Et en vrai, donc d'un côté, on a eu un scénario de ouf avec une super victoire qui en plus met en valeur les 2 jeux collectifs proposés des 2 côtés du terrain. Mais en plus de ça, sur les autres terrains, on a Paris qui fait match nul, on a Lille qui perd, on a Rennes qui fait match nul, mais c'est monstrueux là. C'est vraiment cool. Et encore, Marseille a pas mal galéré avant de mettre des buts. Ouais, ils ont fini par gagner 3-1. Il y a eu 1-1 assez longtemps dans la partie. Et c'est vrai qu'ils ont gagné 3-1 derrière, mais franchement, ça nous met super bien cette reprise-là. La défaite de Lille, surtout, est vraiment hyper cool parce qu'elle donne une cartouche complète à l'OL, c'est-à-dire on peut se permettre une défaite sans conséquence. Et mine de rien, c'est super intéressant. Et puis au-delà de ça, en plus, ça prolonge la super dynamique de fin d'année dernière. Oui. Moi personnellement, j'avais peur. En plus, ayant suivi un petit peu ce que faisait Lens sur le début de saison, j'avais peur qu'on se prenne une sauce. Genre direct, c'est premier match de 2021, là, défaite, et puis on perd notre place de leader, et après on a le moral dans les chaussettes. Et c'est complètement l'inverse, donc je suis super content, moi perso, ce soir. Ouais, moi aussi, pareil. Et surtout, on n'en a pas encore parlé, et on va peut-être pouvoir l'aborder tout doucement. Le fait qu'on avait ni Marcelo, ni Toko Ekambi, ni Guimarães, ni un autre que j'ai oublié. Il y avait 4 absents pour l'OL ce soir, mais j'en oublie un. Guimarães, Toko Ekambi, Marcelo qui était suspendu. Et il y a Dembélé qui s'est cassé le bras là en faisant je sais pas quoi à l'entraînement. Avant Noël. Ouais, c'est Lens et Nice les 2 matchs en retard pour l'OM, oui. Et donc avec 4 absents quand même, bon, Dembélé c'est pas un absent grave, vu qu'il était remplaçant, mais Toko Ekambi titulaire tout le temps, Marcelo titulaire tout le temps, Guimarães, on connaît tous sa qualité. Sans ce petit monde-là, on réussit à gagner. C'est la bonne opération du soir, surtout que pour le match contre Rennes, on va récupérer Marcelo. Plus, je crois que c'est... Je sais pas si ceux qui ont le Covid vont pouvoir jouer. Vous avez des infos là-dessus, c'est le moment de... J'en ai pas trop. Mais en tout cas, c'est toujours...
ceux qui ont le Covid maintenant, donc Toko Ekambi et Guimarães, est-ce qu'ils pourront jouer contre Rennes samedi? Non, Toko Ekambi, il pourra pas. Et Guimarães, je pense qu'il aurait pu, mais le problème, c'est qu'il a dû rester au Brésil. Donc ça risque d'être juste. Parce que c'est avant son vol qu'il a été, testé positif, il me semble. Hein. D'accord, ok. Donc ne les comptons pas, malheureusement. Mais bon, on va récupérer Marcelo, donc c'est toujours bon à prendre, sachant que c'était Marcelo, pareil, les meilleurs Lyonnais du début de saison. Donc, important. Bah tiens, en parlant du début de saison, ta source, t'allais peut-être faire ça? Ouais, je te laisse faire. Vas-y. Pour moi, je trouve que c'est super important, après qu'il y ait une pause. Là, en plus, c'est les vacances, c'est la mi-saison. Tout le monde a pu rejoindre sa famille. Donc, tu déconnectes du foot. Et le fait qu'on soit dans une grosse série, avant ce match, on était à 14 matchs sans défaite, ce qui est complètement fou. Et ben, le fait de regagner, bah, ça te replonge dans cette série et ça te remet dans le mood. Et si on avait perdu là, bah, ça aurait été peut-être le signe avant-coureur du début d'année un peu compliqué, même si on a failli un peu le faire. Mais c'est super important de gagner ce premier match de l'année. C'est dans les têtes que ça se joue. Hein. Et surtout, en plus que là, on a le match donc samedi contre Rennes. Il y a plusieurs matchs qui arrivent dans un intervalle assez restreint. Donc si tu perds le premier et que les autres matchs arrivent de suite après, ben, il y a ce double fait, soit tu perds tout, soit tu as un peu de chance et du coup tu perds une fois, puis tu réussis à regagner et à oublier la désillusion de la première fois. Mais là, honnêtement, c'est super, cette victoire-là, pour se mettre en confiance contre Rennes, tenter d'aller gagner à Rennes. Moi, honnêtement, je pense que c'est faisable. Pour ensuite continuer, dérouler et puis prendre beaucoup plus de points et sécuriser encore plus les espoirs de titre. Parce que carrément, on repartir du bon pied, de toute façon, tout simplement. On va pas se cacher, hein, le titre est carrément jouable et ça doit être une ambition assumée. Complètement. Et puis, pour le coup, je me regarderai quand même au moins le résumé du match de Paris, voir un petit peu plus, parce que je suis curieux de voir ce qui va se passer, avec l'adaptation à Pochettino. C'est ça, ouais, la première de Pochettino. Justement, j'avais une petite théorie, bon, c'est un petit peu malicieux, mais peut-être que Pochettino, en arrivant, va tenter de mettre en place des choses. Là, on a vu récemment ce qui a fuité dans la presse, comme quoi Verratti aurait joué en 10 ou ce genre de plan un petit peu. S'il tente de mettre en place de nouvelles choses, peut-être que ça va se matérialiser sur le terrain par 2-3 pertes de points, des petits nuls comme ce soir un peu impromptus. Et tout ça, mine de rien, le temps un peu que la méthode Pochettino se mette en marche, ça peut permettre à l'OL qui, en continuant de gagner, choperait 3, 4, peut-être 5 points de plus. Tout ça, c'est non négligeable. Surtout que là, il reste quoi, une vingtaine de matchs. Donc on arrive dans la période où chaque match compte. On n'est plus sur la première ou cinquième journée où on peut se permettre de perdre sans conséquence. Là, c'est à partir de quelques matchs, là, tous les points vont compter dans la course au titre. Mais là, on est premier tout seul. Hein. On a 3 points d'avance sur Paris et 3 points d'avance sur Lille. Et, le quatrième, c'est Rennes avec 32 points. Donc on a même 8 points, non, 7 points d'avance. 7 points. Ouais. Après, on peut considérer aussi que Marseille a encore 2 matchs à jouer. Donc en admettant. C'est Lens et Nice. Hein. C'est pas. C'est pas n'importe qui Nîmes. Hein. C'est ça, mais bon, prenons le scénario le plus horrible pour nous, ce serait qu'ils gagnent les 2 matchs. En admettant qu'ils gagnent ces 2 matchs-là, il sera à 37 points, c'est toujours... ils sont pas devant nous, quoi, donc ça va. Là, honnêtement, Lens-Marseille, c'est dans 2 semaines, 10 jours ou 2 semaines, je sais plus exactement quand c'est, mais enfin, dans pas longtemps. Franchement, si Lens fait une prestation comme ils ont fait ce soir contre nous, Marseille, ils perdent. Hein. Enfin, je pense. Oui, après, je me garderai un petit peu de parler de Marseille, parce que je les ai pas trop vus récemment, mais... Voilà. Et puis un autre aussi, c'est impressionnant. Une autre équipe aussi qui fait nos affaires ce soir, c'est Lille en perdant contre Angers. Ça, c'est pour le coup, ça c'est hyper intéressant parce que Lille, c'était l'équipe un peu qui était ultra solide depuis le début. Le PSG, on en avait déjà parlé, on savait que c'était entre guillemets pas friable, mais que ils étaient dans une mauvaise passe. Là, il y a eu un peu l'évacuation, on va dire, de Tourelle, plus l'arrivée de Pochettino, donc ils sont dans une phase de transition. Mais Lille, si Lille commence à perdre et commence, avec le mercato qui arrive, à vendre 2-3 joueurs, un petit peu comme ça, parce qu'ils ont eu des soucis hors foot, avec Gérard Lopez et toute cette affaire-là, je pense que tout le monde a un petit peu suivi, donc
en admettant que Lille doivent perdre 2-3 titulaires, ou même pas des titulaires, mais juste des joueurs de rotation, ça pourrait aussi les amener à faire des nuls ou perdre des matchs, et donc perdre des points. Et tout ça, bah, mine de rien, ça fait les affaires de l'OL. Tiens, bah, j'ai 2-3 stats là avant qu'on passe au débrief des joueurs comme vous en avez tous l'habitude maintenant. Et bah, c'est super équilibré. On a une possession qui est 49 pour Lyon, enfin 49% pour Lyon, 51 pour Lens. 11 tirs des deux côtés. Ensuite, on a 433 passes effectuées pour Lyon, 432 passes effectuées pour Lens. La réussite des passes, c'est 355 passes réussies pour Lyon, 358 passes réussies pour Lens. J'ai jamais vu des stats aussi resserrées entre les deux équipes, enfin entre deux adversaires. Là, c'est assez impressionnant. Non, j'aurais pas pensé que la possession était plus pour Lens que pour l'OL, même si sur la dernière demi-heure, on va dire que Lens s'est beaucoup plus procuré de situations de passes, de contrôler le jeu. Bon, bah, on va peut-être commencer tout doucement avec Lopez. Yes. Juste avant de commencer, je regardais un peu sur Understat les expected goals. Et finalement, on a un but dans chaque camp de plus comparé aux X-Goals. Hein. On a 1,82 de X-Goals pour Lyon, on a mis 3 buts. Et on a 0,95 pour Lens d'expected goals, et ils ont mis 2 buts. Donc, Ça devait plutôt faire un 2-1 qu'un 3-2, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Voire limite plus tendre vers le 1-1. Encore une fois, on est efficace. 0,95 x 2, ça fait à peu près 1,82. Et puis de toute façon, bah, à chaque fois quand on regarde le timing chart dans les expected goals, on se rend compte que les buts qu'on met, c'est avec des qualités d'occasion exceptionnelles. Enfin, là, on a quasi un X-Goals enfin une action qui procure un X-Goals de... Ah mais c'est le penalty. C'est le penalty, c'est pas très important. C'est le penalty. Par contre, on voit quand même la belle marque sur le deuxième but. Ouais. Lens, les 2 buts marqués sont hors de la surface. C'est-à-dire que c'est des buts qui sont plutôt durs à mettre. Non, je crois pas. Le premier, il est dedans, non ? Sur la ligne, on va dire. Enfin, c'est assez loin du but, ce que je veux dire. Le premier but de Sotoka, je crois pas qu'il est dans la surface, ou alors il est sur la ligne, quoi. Il est vraiment. Si, il est dans la surface. Ils en ont parlé sur Canal. Mais il a 0,11 d'expected goals. Ils en ont parlé sur Canal justement parce que Lens ne marque que des buts dans la surface. J'ai les placements des joueurs. Et celui de Doucouré, du coup, il est dans la surface aussi, celui de Doucouré. Non, ah bon ? J'ai vu les ralentis, j'avais l'impression qu'il est celui de Doucouré, il est à la limite, mais il est un peu à l'intérieur. D'accord, ok. Bon, bref, enfin, en tout cas, c'est 2 buts. Le but de Doucouré, tu vois, il est coté à 0,08. C'est un but qui est difficile à mettre. C'est sûr. Et honnêtement, enfin, personne peut s'attendre à ce que la frappe qui te lâche soit aussi pure. Ouais, c'est ça, pure. Je cherchais le mot. Enfin, Lopez peut rien faire. Hein. Tu vois, Lopez met la main en opposition, mais la main se fait balayer. Il peut pas l'arrêter. Exactement. Est-ce qu'on a mis la main d'ailleurs sur les notes de l'équipe là ou pas ? Ou c'est pas encore sorti peut-être ? Oui, je les ai. Je te laisse. Tu envoie-moi le lien sur Discord. Ouais, bien sûr. Si tu comme ça, on part comme d'habitude avec les petites notes de l'équipe. 6 pour Dubois. Oui, c'est un petit peu. Non, vraiment ? Oui, vraiment. Aïe. Ah bah, comme d'hab. Dubois qu'on a noté du coup sur les 17 premières journées, ce qu'on va considérer à peu près comme la mi-saison. Ah bah attends. Fin décembre. On l'a noté 3,8. Ouais. Si vous voulez voir, je peux afficher le dashboard en vrai de. Honnêtement, c'est complètement pour faire notre petite pub, pour. Si vous voulez aller voir tout ça, vous avez une vidéo sur YouTube. Il y a le lien juste en dessous du stream. Vous allez voir la vidéo. Elle dure un quart d'heure. Vous avez tout le bilan de la mi-saison. On fait un débrief sur de manière générale pendant la première partie, puis ensuite on se met sur 8 joueurs. On a fait des petits graphiques assez sympas. J'ai fait un peu de Python pour faire un truc de propre. Enfin, ça nous a pris beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à partager sur les réseaux. C'est le meilleur moyen de nous aider pour ce projet. Donc
n'hésitez pas. C'est ça. Surtout cette vidéo, franchement, on s'est pas mal donné. Je vais la mettre, Rémi. T'inquiète pas. J'ai vu qu'il avait essayé de la partager dans le chat, mais les liens doivent être... Ah, les liens sont cancelled. C'est bon, je l'ai rajouté. Voilà. Allez dans le chat si vous voulez aller voir. Si vous regardez la rediff, bah juste, vous êtes au bon endroit. Hein. Regardez sur... C'est ça, regardez aussi dans le chat. En fait. Restez sur YouTube. C'est ça, recopiez pas le lien qui est juste... c'est galère. C'est ça. Qui est juste là. Juste, il n'y a pas de 3,1 par contre, Théo. On a mis 3,8. C'est 8 et pour les coefficients, si tu veux qu'on t'explique brièvement, la prochaine fois on le mettra. La prochaine fois qu'on fera ce type de vidéo là, je pense qu'on mettra un petit schéma dans la vidéo parce qu'effectivement. Merci Rémi d'ailleurs pour. C'est pertinent ce que tu dis, Théo, qu'on aurait pu mettre le schéma. Et du coup, pour t'expliquer un petit peu, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comptabilisé la soustraction du nombre de fois où chaque joueur est apparu dans nos tops, moins le nombre de fois où il est apparu dans nos flops. Du coup, ça nous donne un score. Là, pour le coup, ça nous donne, par exemple, pour Dubois, ça nous donne un score de moins 7. Et pour Lopez, ça nous donne un score de plus 5. Et en fonction de ce nombre d'apparitions, on a mis des coefficients. C'est-à-dire que ceux qui ont un bilan égal à 0, ou un bilan égal à plus 1, ou un bilan égal à moins 1, on ne change pas leur note. Sachant que les notes, c'est les moyennes de toutes les notes qu'on a mises dans nos débriefs. Si c'est un joueur qui est à plus 2 ou plus 3, ou moins 2 ou moins 3, c'est fois 1,05 ou fois 0,95, et ainsi de suite. Je vais retrouver le schéma que tu avais fait un petit peu les notes ou les abaisser pour ceux, par exemple, qui auraient beaucoup trop de présence dans les flops, donc ce qui était le cas pour Dubois et aussi pour Cornet. Ce sont les deux un petit peu, on va dire, qui ont souvent terminé parmi les flops, donc on s'est dit qu'il fallait quelque chose pour les distinguer un peu de la masse. En gros, on félicite les joueurs qui ont été très souvent dans les flops et beaucoup moins dans les tops. On félicite les joueurs qui ont été très souvent dans les tops et moins souvent dans les flops, en gonflant un petit peu leur note avec un coefficient, et inversement pour les joueurs qui ont été plus souvent dans nos flops que dans nos tops. Voilà. Ça permet d'éviter d'avoir tout le monde à 5,5 ou 5 et qu'on sache pas vraiment différencier un petit peu tout le monde. Et puis finalement, ça permet d'avoir une meilleure idée en fait des prestations. C'est ça. Ça exacerbe un peu les niveaux, mais bon, c'est pas très grave. Ça va plutôt bien. J'arrive pas à retrouver ton schéma d'explication. C'est vraiment un croquis. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont bien compris là. C'est ça. Bon. Le 4,1, bah en fait, en gros, Cornet, il a jamais été dans les tops. Et il a été 7 fois dans les flops. Sachant que les 7 fois où il a été dans les flops, c'est globalement sur tous ses premiers matchs de la saison où il était vraiment pas bon du tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'est retrouvé beaucoup de fois d'affilée dans nos flops. Et après, comme on dit d'ailleurs dans la vidéo, il a eu une sorte d'évolution positive au fur et à mesure qu'il apprenait le poste. Et oui, je suis d'accord qu'à l'instant T, c'est le meilleur DG, Cornet. Mais il a eu cette évolution positive sur la fin du mois de novembre et ensuite sur le mois de décembre, mais pas assez pour qu'il intègre nos tops. Parce qu'il y avait les Paqueta, il y avait les Kadewere qui avaient complètement leur place au-dessus de Cornet dans nos tops. Du coup, c'est vrai qu'il a pris cher à cause de son début de saison où il était quasiment à chaque match dans les flops. Mais surtout que si on regarde un peu le graphique des notes, de la note numéro 1 jusqu'à la note 17, on se rend compte un petit peu que l'évolution des notes de Cornet sont un peu semblables à celles de l'équipe, c'est-à-dire aux performances générales de l'équipe, c'est-à-dire début de saison, note vraiment très moyenne, et plus on avance, et la courbe de ces notes un peu évolue vers le haut, un peu comme l'équipe. Avec notre côté gauche, hein. Toko, c'est pareil. Hein. Oui, Toko justement aussi, qui avait des notes très très faibles au tout début, et qui petit à petit c'est carrément repris au point de terminer parmi les 7 ou 8 meilleurs, je crois, voire peut-être même moins les 6 ou 5 meilleurs lyonnais. Bon, du coup, c'est notes de l'équipe. Qu'on regarde ça un petit peu. Yes, tu les as envoyés quelque part, du coup ? Ils sont sur le Discord. Sur Discord. Yes. Honnêtement, le 6 pour Dubois, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Je pense que c'est un peu une sorte de lot de consolation parce qu'il s'est cassé
la cheville ou je sais pas quoi là. Le mollet. Même si ça a l'air juste musculaire, ils lui ont mis une super note comme s'il s'était fait les croisés. Quoi. Moi je comprends pas comment Diomandé et Lopez ils ont une note en dessous de Dubois, genre enfin c'est incompréhensible quoi. Alors Diomandé 5, Dubois 6. Même le 8 de Paqueta, enfin c'est loin d'être son meilleur match à Paqueta. Oh, il a été très très fort pendant la première heure de jeu quand même. Oui, Paqueta, le 8, il a fait... trop mérité. Ça me choque pas, franchement. Ah, Bastien qui dit c'est la taupe. Oui, moi aussi je suis d'accord avec ça. Oh, bah, je crois qu'on est un peu tous d'accord, là je vois pas comment ça pourrait être autrement. Même si j'avais vu un peu une sorte d'explication comme quoi ce serait Aouar, la taupe, mais après, bon, ça c'est un peu compliqué à réellement savoir qui est qui. C'est l'entourage, hein. Ça peut être des frères, des compagnes, c'est tellement complexe que c'est même pas mais donc, avant de partir dans les théories du complot, repartons sur... recentrons-nous sur ces notes-là. Pour KDOL, le 6 me dérange pas. Pour Memphis, le 7 ne me dérange pas. Cornet 6, c'est un petit peu plus haut que 7, moi. Peut-être un petit 7,5. Bon, on en parlera plus ce soir, mais... Voilà, Deschilio, ok. Denayer, ok. Diomandé, ok. Lopez 5, ouais. Il peut rien faire en soi sur les 2 buts qu'il se prend. Et il fait quand même 2-3 bonnes interventions. Il fait 2 arrêts quand même. Moi, je l'aurais quand même pas mis 5. Hein. Il lui met 5 parce qu'il se prend 2 buts. C'est très... c'est réflexe. C'est très mécanique. Idiot, mais... Excusez-moi, mais c'est débile. Faut regarder les matchs. C'est comme si tu mettais 10 à un mec qui met un triplé alors qu'à chaque fois il est à 10 cm de la ligne et que le gardien est à terre de l'autre côté du terrain, tu vois. Enfin... Très clairement. Oui, justement, c'est un truc que je trouve dommage, mais c'est ce que l'équipe fait. C'est-à-dire à la seconde où il voit un joueur met un doublé, pof, c'est 7 ou 8, quoi. Bon, bah du coup, on a peut-être assez vu les notes de l'équipe, on va aller sur nos notes qui, j'espère, on va faire des meilleures notes. Je pense. On va en tout cas faire tout pour que ce soit du bon boulot. Alors, commencer par le petit Lopez. Toujours dans les gardiens, hein, Pollersbeck, il a jamais joué pour l'instant. Bah en même temps, il n'y a pas de coupe. Oui, je crois qu'il va jouer juste pour la coupe, pour les coupes. Enfin, il y en a plus qu'une maintenant. Il a plus la coupe de la Ligue, c'est dur. C'est très dur. Surtout que c'était la coupe de Tatarusanu l'année dernière. C'est là où il avait été bon d'ailleurs. Il avait été super bon. Bah, il avait fait des arrêts penalty, il avait fait des très bonnes prestats. Alors du coup, Lopez, on a déjà globalement tout dit. Hein. C'est 2 buts encaissés sur lesquels il peut pas grand-chose. Il peut quasi rien faire. Hein. Et c'est 2 belles parades. Je pense notamment à l'anticipation sur la petite talonnade, la toute fin. Celle-là, honnêtement, je croyais qu'on allait se la prendre. Hein. Celle-là, elle m'a fait peur. J'étais sûr qu'on allait se la prendre. Et puis même, pour le coup, ça a été sifflé hors jeu derrière, mais il nous sort une parade énormissime. Hein. Je sais plus contre qui c'était, mais je crois que c'était Ganago. Oui, il me semble aussi que c'était... Ou Kakuta, mais un des deux. Mais à la 70e à peu près, je crois. Je sais plus exactement à la combienième c'est. Mais il sort une 70e, ouais, exactement. Bon, après, finalement, c'est sifflé hors jeu, mais il nous a sorti une parade à ce moment-là. En 1 contre 1, c'était assez monstrueux. Je regarde un petit peu ses stats. Je suis d'accord avec ça. Il n'a pas énormément de stats défensives en soi. Bah, ils ont assez peu cadré finalement les Lensois. Hein. Ils ont cadré que 3 fois. Donc c'est vrai que c'est à la limite assez ce que peut faire Anto. Donc sachant que ce qu'ils disent qui est un arrêt sur SofaScore, je pense en plus que c'est peut-être le moment où il chope la balle sur la talonnade. C'est pas vraiment un arrêt. Ouais, ça c'est un petit peu bâtard comme stat parce qu'on sait pas trop dans quelle case la ranger. C'est ça. C'est une interception, c'est une parade, c'est un arrêt. J'ai un petit peu de mal avec ça. Faudrait qu'on demande à un expert des stats pour savoir un petit peu comment une telle action est interprétée au point de vue du logiciel. Vous mettriez combien à Anto? Dans le chat. Donnez votre avis. 6,5 pour Polydor. Moi j'étais sur 6,5 aussi, moi. Ouais. Moi j'aurais dit 6. J'aurais dit 6, moi. 6 pour Grubbs. Dis-moi si c'est comme ça qu'on prononce son pseudo. Grubbs.
Et Grubs 51. 6 pour un coup. Son pseudo, c'est un bruitage. 5,5, 6 pour Théo. Ouais, on est c'est autour moi des aussi un 6, peu. hein. Je dis 6, mais oui, 5,5. Hein. Enfin, pas RAS, quoi. Il n'y a pas de. Ouais, les deux buts qu'il se prend, honnêtement, c'est deux il peut rien frappes qui faire. sont vraiment super bien placées sur sa gauche. Je lui en veux pas du tout, quoi. C'est le genre de presta où il a fait le boulot, donc il a pas fait d'erreur, et il a pas fait d'action. Enfin, s'il arrêtait le dernier but qu'on se prenait, ça aurait fait un enchaînement d'actions juste incroyable. Et là, on aurait pu monter bien plus, mais là, c'est juste, il fait son boulot. Sur le premier but, il se fait un petit peu trahir par d'abord Diomandé et Mendes qui revient un petit peu doucement. Et du coup, les deux laissent Sotoka mettre une frappe super bien placée. Et puis Dubois qui est pas là. Hein. J'ai cherché encore Dubois sur l'action. Oui, mais je crois que Dubois, son corps défendant, venait de faire un centre, un truc comme ça, et du coup, était à l'autre bout du monde. Là-bas. Mais moi, ce qui m'a embêté, c'est qu'on ne le voit même pas revenir sur la fin de l'action, sachant que ils ont pris du temps pour la faire, cette action, les Lensois. C'était pas un contre aussi rapide que ça. Ils ont vraiment posé le jeu au milieu du terrain, ils ont posé le jeu, et puis après, ça a réaccéléré. Il s'est arrêté pour prendre un coup d'inhalateur pour repartir. Pour Lopez, on part sur un coup d'inhalateur. Je pense 6, c'est une bonne note. On est à peu près tous d'accord, même dans le chat, vous êtes sur un 6 aussi. La moyenne du chat, c'est 6. Donc on part sur un 6, allez. Théo qui est ronchon, là, qui veut aucun top pour ce soir. Non. C'est difficile de pas attribuer un top pour Memphis quand même. Ouais, il y a 2 tops quand même là, Memphis Paqueta. Théo est pas content là, il veut pas récompenser de joueurs. Ça lui a pas plu. Donc allez, un petit 6 pour Anto. Bon, Dubois, l'estropié. Dubois, l'estropié. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles dans la soirée de Dubois, je pense qu'il va sûrement passer des examens demain, donc on en saura plus dans les prochains jours, mais je sais pas trop. En tout cas, Dubois, l'estropié, j'ai hâte de voir ce que peut faire Defilio à droite. Voilà, j'ai très très hâte. Sur des matchs complets, ouais, et pas sur des bouts de bricolage à base de 30 minutes et de scénarios un petit peu comme ça, difficiles à rentrer dedans. Là potentiellement, ce qui me plaît très très fort, c'est que quand Toko va revenir de son Covid, on a potentiellement la chance de voir pendant peut-être 1, 2, 3 matchs, ça dépend de la durée de l'indisponibilité de Dubois, la meilleure équipe de l'OL possible sur le terrain. Et ça me plaît. Ouais, Dubois, en tout cas, je sais pas, vous avez vu des trucs bien ? Allez, quelque chose de positif que j'ai relevé. Sur le but contre son camp des Lensois, le but, je crois que c'est Fortes qui le met contre son camp après que Leca lui ait jeté le ballon sur le nez, quoi. Ça vient d'un centre de Dubois. Et un centre qui est très bien placé, hein, mine de rien. Bon, je pense que si Leca n'était pas dessus, je crois pas qu'un Lyonnais l'avait, mais le centre, en tout cas, amène un peu de panique. Et au final, Leca, au lieu de capter le ballon tout propre, il le repousse, sauf qu'il y a son défenseur pile devant. Ça termine en but, c'est un petit peu heureux comme issue. Mais ça vient de chez Dubois, donc on peut lui accorder au moins ça. Je reconnais. Sinon, oui, globalement, c'est pas suffisant. Je suis toujours pas convaincu, j'ai beaucoup de mal avec Dubois. Objection accordée. D'ailleurs, on je sais pas est d'accord avec sur quelle chaîne vous regardez les matchs. Moi, j'ai trouvé le match en streaming sur TV5 Monde Amérique. Incroyable, avec Didier Roustan. Incroyable. Et Didier Roustan faisait que d'aller dans ce sens-là en disant Dubois, il soupirait, quoi. Il faisait la tête un peu de Daniel Riolo et Jérôme Roten quand ils disent sur RMC on peut faire un débat parallèle, quoi. Il soupire un peu quand il en parle. Il est pas du tout emballé par ce joueur comme nous. Ouais, en vrai, je pense que il a raison, quoi. Ça fait un poids supplémentaire à notre à notre propagande. Voilà. Et bon, Didier Roustan, c'est pas un poids, c'est un gros poids quand même. C'est pas n'importe qui. Il a des saisons d'expérience, on peut dire, dans n'importe quel championnat. Même mon père et mon grand-père connaissent Didier Roustan. C'est dire que le mec pèse un peu, quoi. Ah, Théo propose 5-6 pour Dubois, c'est généreux, ça, dis donc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi j'aurais pensé en premier lieu, j'aurais pensé à 4,5, moi, perso.
C'est-à-dire pas non plus, c'est pas un match à 3,5 ou que c'était vraiment pas beau, mais c'est pas un match à 3,5, je suis d'accord. C'est pas suffisant, je sens pas en fait ce phénomène où si on se passe de Dubois dans le 11, on est en danger. Je pense presque l'inverse, c'est-à-dire que vous me mettez un joueur un peu plus complet que Dubois et tout se passe beaucoup mieux. Donc j'ai un petit peu de mal à le récompenser autant ce soir. C'est qui t'a donné mon prénom, Théo? Je vois mon prénom dans le chat. Avec une petite blague en plus. Est-ce que je dis qu'Augustin Alfred Ménès c'est une question compliquée. Ça dépend sur quel sujet on répond. Et je m'arrête. Alors, pour les notes que vous nous donnez... moi je dis 4,5. Théo, toi t'es 5,5, 6. Polydor, lui, il est pas plus de 4 pour Polydor. C'est lui le plus sévère. On a Ankou qui dit ça dépasse pas les 5 du bois. On a Grubbs qui dit 4, j'ai beaucoup de mal à lui mettre plus. Moi j'étais assez d'accord avec 4, 4,5. C'était mon comment dire, mon segment de notation pour lui. Honnêtement, 5, ce serait très très généreux de mettre 5. Surtout qu'on a quand même souffert défensivement, ça n'a pas été un match complètement maîtrisé, donc c'est en partie dû à la ligne défensive dont on va parler dans sa globalité un peu plus tard, mais Dubois, pour moi, tous les défenseurs, il n'y en a pas un qui dépasse 6, ça c'est une certitude. Oui, je suis d'accord. Peut-être Denayer, on va bientôt arriver à lui, mais... On en reparlera. Et ouais, les défenseurs n'ont pas été transcendés ce soir. Hein. C'est justement pour ça qu'en préambule, je me félicitais du retour prochain de Marcelo, qui est un peu plus dominateur, on va dire, dans le jeu. Que les autres étaient un petit peu... Bon, Diomandé, voilà, c'était un peu une de ses premières titularisations, même si c'était pas la première. Donc ça va, à la rigueur, ça en est plutôt bien tiré. Mais je pense qu'on finisse Dubois et après on reviendra sur les PC. Alors, je pose 4,5 sur la table pour Dubois. 4,5, on est combien toi t'as souvent Je trouve 4 c'est quand même un peu sévère, sachant que c'est pas la pire prestation qu'il a fait. Donc je partirais sur un 4,5 personnellement. Ankou qui confirme. Allez, 4,5. On y va. On part sur un 4,5. Après, moi, j'ai toujours du mal à lui mettre des notes, même qui dépassent 4, dans le sens où, genre, à chaque fois qu'il prend le ballon, enfin, 95% des fois où il a le ballon, je me dis, mec, tu vois, c'est ma réaction. Ouais, mais Dubois, de toute façon, c'est pas un joueur qui jouerait s'il avait de la concurrence comme on peut avoir au milieu de terrain. C'est un joueur qui joue parce qu'on a personne d'autre, ou alors parce qu'on a un Deschilo, mais il joue à gauche, et il est même pas forcément bon par rapport à ses dernières prestats. Donc, Gonzalo, tu es le bienvenu chez toi en juin. Gonzalo Montiel, pour ceux qui n'ont pas suivi les petites rumeurs là. Je l'accueille à bras ouverts, et s'il peut même amener dans ses bagages son entraîneur, je les accueille encore plus à bras ouverts. Voilà. Ah bah, mais bon, senior, là. Ça ferait du bien. Voilà. On va pas s'étendre sur ce sujet-là. On en parlera peut-être plus une autre fois. 4,5 adjugé vendu. Adjugé vendu. Bon, Diomandé, c'est un peu plus délicat, je trouve. Bah, en fait, pour moi, le problème, et c'est quand on a parlé il y a 2-3 minutes, c'est que pour moi, c'est pas le bon choix de mettre et Denayer et Diomandé ensemble. Pour moi, Denayer et Diomandé, c'est des profils qui se ressemblent beaucoup plus qu'un Denayer avec un Marcelo, par exemple. Et c'est ça qui est très très fort dans notre charnière Denayer-Marcelo, c'est la complémentarité entre les deux. Les deux, ils sont tellement complémentaires. Enfin, je sais pas si on se rappelle quand même notre fin d'année, il y a rien qui passait. Hein. Les deux étaient monstrueux à chaque match. Tu comprends le Final 8 aussi dans ce que tu appelles fin d'année? Fin d'année, oui, on peut prendre le Final 8 aussi, c'est un très bon exemple. Ouais. D'accord avec ça. Pendant en fait, du Final 8 jusqu'à à peu près, même jusqu'à maintenant, Marcelo, c'est tout propre. Honnêtement, c'est très très fort. Denayer est un peu moins en vue, mais reste quand même très fiable et très solide. Et puis aussi pendant le
le Final 8, on avait aussi Marsal qui était très très fort en défenseur central gauche. Donc, Je l'avais oublié celui-là. C'est vrai. En vrai, j'ai tellement l'impression que l'époque où on avait du Toussard, Marsal, Tété, ça remonte à plusieurs saisons. Alors qu'en fait, non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 6 mois. C'est bizarre. Après, il y a eu le Covid, il y a eu la saison qui s'est finie un petit peu plus tôt, donc je pense que ça joue aussi. Mais je sais pas. Je sais pas si vous ressentez ça aussi dans le chat. Peut-être le fait d'avoir beaucoup de victoires fait que le temps passe plus lentement. Et donc du coup... Ou plus vite, je sais pas. Ou plus vite, je pense. Oui, plus vite, excuse-moi. Peut-être que le fait d'avoir beaucoup de victoires fait que le temps est accéléré et t'as l'impression que la période dont tu parles avait lieu il y a 3 ans, alors qu'en fait c'était il y a vraiment pas si longtemps. C'est fort possible en vrai. Mais ouais, bah, du coup, pour répondre à Polydor dans le chat sur Ben Lamry, ouais, pour moi, c'est les profils, c'est Ben Lamry ou Marcelo, un des deux, et Denayer ou Diomandé, un des deux. Voilà. Après, peu importe lequel va avec lequel. Pour moi, c'est soit du coup Denayer Ben Lamry ou Denayer Marcelo. Et après, pareil avec Diomandé à la place de Denayer. Est-ce que les 4 sont plus cohérents? Est-ce que les 4 défenseurs centraux sont capables de jouer central axe gauche et central axe droit tous ou pas? Ou est-ce qu'il y en a un par exemple qui est fixé sur axe gauche ou axe droit? Marcelo, c'est axe droit. Ouais, Marcelo, je crois qu'il a pas fait les deux, alors que Denayer fait les deux. Diomandé, il a fait les deux aussi un petit peu. Et Ben Lamry, je crois qu'il avait joué axe gauche quand il était rentré avec nous. À Lille, oui. Ouais, hein. Je me rappelle, oui. Juste, pendant qu'on parle un petit peu des anciens, petite anecdote, c'était juste avant le premier confinement, t'as mes parents qui sont allés à Prague en vacances, et à Prague, ils ont trouvé un petit marchand qui faisait des petites statuettes en bois, comme celle-là. Ils ont trouvé celle de l'OL, et de paille, t'as Awar, et t'as un petit Toussard Traoré, qui se balade, avec un petit Moussa Dembélé en tout petit. Voilà. C'est vraiment c'est les poupées russes de l'OL, quoi. Et ça se déboîte et tout. C'est les petits gadgets. C'est bien parce que là on a dérivé, là c'est From Football le stream à Valérie Damido le téléachat, quoi. C'est vraiment ça, hein. Ça fait des petites statuettes comme ça. Je vais changer comme ça. Regardez, j'ai des petits bonhommes, j'ai un petit Touzard qui se balade là, tac tac tac. C'est pas sponsorisé. Hein, c'est pas sponsor, hein, ou alors c'est sponsor avec le petit magasin. Le petit magasin à l'arrache qui fait 3 mètres carrés dans la banlieue de Prague. Je sais même pas où il l'avait acheté. Mais la fusée, ouais. Ah bah, football et les goodies, hein. La boutique bientôt, hein. Voilà. C'était assez drôle. Bon, revenons à Diomandé, là, parce que on fait le téléachat, là, les poupées russes, mais on s'égare un petit peu. Diomandé, ça n'a pas été super convaincant ce soir. Pas catastrophique, mais pas très convaincant. Ouais, il n'a pas été dominateur comme Marcelo peut l'être par moment. Même dans les airs. Hein. Je pense aussi que Diomandé, déjà, on oublie quelque chose, c'est qu'il a 19 ans, honnêtement. On en parle comme s'il avait déjà 21, 22, 23 ans. On en a effectif super jeune. C'est un joueur qui est tout jeune. De ouf. C'est vraiment Diomandé est plus jeune que Cacré ou plus jeune que qui d'autre, que Barre, par exemple. Là, en fait, c'est une comparaison. C'est ce que c'est, hein, une comparaison. Faut pas non plus Enfin, on va pas en faire des tonnes. J'ai eu l'impression de voir un petit peu du jeune Raphaël Varane dans ce qu'il nous a fait Diomandé ce soir, en mode en essayant d'être presque un peu trop propre et moins dans un impact physique important, comme il l'avait pu nous faire sur ses précédentes rentrées en cours de jeu, où là c'est vrai qu'il venait avec il en imposait très fort physiquement, mais là effectivement dans les duels aériens il les a souvent remportés, mais
il les a pas remportés au point de faire en sorte que la balle reparte dans le bon sens du terrain. Genre, c'est-à-dire que souvent, il prenait la balle de la tête, mais il était un petit peu chahuté dans les airs, et du coup, la balle partait un peu dans tous les côtés, et ça pouvait être dangereux derrière. Ça, à vouloir être propre, au final, il apparaît effacé dans les duels. Mais bon, c'est pas très très grave, mais... Par contre, pour le premier but, je pense quand même... C'est un petit peu sévère, mais je pense qu'on peut l'attribuer comme fautif, lui attribuer la responsabilité sur le but, parce qu'il se fait un petit peu enrhumer par Sotoka en lui laissant un peu trop d'espace pour rentrer vers l'intérieur, et ensuite déclencher la frappe qui trompe Lopez. Tandis qu'il demande s'il y a un pourcentage à la revente sur Diomandé. Il me semble pas. C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Parce que... Il vient de quel club déjà Il vient de Dakar Sacré-Cœur. Non, bah techniquement il y a un partenariat entre le Dakar Sacré-Cœur et l'OL, donc... 30% Non. 30% si, c'est ça. Ouais. En fait, on l'a acheté, et c'est pas Dakar... Je crois pas que ce soit Dakar, c'est Guidars, c'est au Mali, mais c'est pas loin, quoi. C'est dans les Dakar. académies. Non, c'est Guidars FC, c'est un club au Mali. Je crois qu'il y a eu un autre joueur qui vient de ce club-là, peut-être Yaya Soumaré ou un autre, je sais plus exactement. Mais il y a l'OL en gros a un partenariat avec ce club-là. Et du coup, quelques jeunes comme ça arrivent de temps en temps, mais... oui, Guidars. J'ai confondu parce que le partenariat, il est avec Dakar Sacré-Cœur, justement. Il y a une académie, je crois, au Dakar Sacré-Cœur, ou quelque chose comme ça. Bon, c'est des petites nuances. Mais je crois que Diomandé, c'est le premier joueur du Guidars FC, ou le deuxième qu'on voit avec les pros, dont on connaît l'existence, quoi. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas énormément la réserve, comme moi je parle, évidemment. Et donc oui, pour ce joueur-là, il est arrivé avec 550 000 euros d'indemnité avec bonus qui iront jusqu'à 2 millions max, et 30% de plus-value. Donc vu qu'on l'a eu quasiment pour zéro, on peut considérer que 30% de l'argent touché sur un éventuel transfert de Diomandé partirait. C'est quand même assez considérable. C'est ça. C'est comme si tu payais un transfert que si en fait tu faisais une plus-value dessus. Donc, oui, voilà, c'est un petit peu ça. Du côté de Lyon, bah, tu prends 0 risque. Du côté du joueur, bah, c'est si t'as du temps de jeu, c'est tout bénef. Et puis voilà. C'est un petit peu ce que l'OL a fait. Gagnant. C'est un peu ce que l'OL a fait avec, je crois que c'est Gorgelin. Ils l'ont donné cadeau au Havre avec un truc genre 40% sur la plus-value ou je sais pas quoi. C'est un peu des micmacs. Bon, ça après, c'est pas très intéressant pour nous. C'est intéressant pour les joueurs FM. Voilà, c'est peut-être ça. C'est pour ça que j'ai jamais dû vendre Diomandé encore sur ma partie FM, sur mes parties FM avec Lyon. C'est pour ça que je sais pas s'il a un pourcentage à la revente. C'est pour ça que t'as pas l'info. C'est ça. Mon Diomandé, quelle note? Je propose un 5,5. Moi j'étais sur un 5. 5 oui, 5 c'est mieux. T'as raison. Dans le chat, vous avez quoi quand même comme sur idée le premier but, donc il faudra le différencier par rapport à Denayer. Là, j'étais d'accord avec la note de l'équipe. Pour moi, 5, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai pas trop d'idées en vrai. C'est compliqué à noter sur une presta comme ça, je trouve. Bon, si jamais de toute façon personne n'a forcément d'idées. D'objection à émettre, je pense qu'on va partir sur un 5. Ça me paraît. Sur un 5. On y reviendra peut-être plus tard. Ouais, si on veut égaliser. Allez, on part sur un 5 temporaire, on pourra y revenir. Et maintenant, place à Denayer. 5 de la neutralité pour un coup, ouais. Tandis que t'as pas vu le match? Ah bah, suffit d'attendre demain pour le débrief. Exactement. On te résumera ça, t'inquiète pas. Alors, Denayer. Bon, c'est le meilleur de la ligne de 4 pour moi, Denayer. En même temps. Oui, je suis d'accord avec ça. C'était d'ailleurs pas mal du tout, hein, je trouve. Il nous a sauvé 2-3 fois dans la surface. Et d'ailleurs, je sais plus qui en parlait à l'issue du match contre Nantes, des percées balle au pied de Denayer. C'est moi qui en parlais. Ce soir, on en a encore eu 2. Je pense que ça vient d'un... Je pense qu'il a dû le faire une fois en mode impro. Et ça s'est tellement bien passé que quand ils font des revues vidéo et tout, bah, ils lui ont dit essaye d'en faire quelques-unes par match. Des fois, ça paye
par un but, carrément. En fait, pourquoi ça marche si bien? Parce que en fait, les adversaires ont très bien compris que notre rampe de lancement, en général, c'était Thiago Mendes. Parce que Thiago Mendes, au milieu, il est serein, et Thiago Mendes, il arrive toujours à bien se mettre face au jeu et à trouver une passe qui crée un décalage au milieu. C'est ça la force de Mendes. Sauf que ils finissent par comprendre, nos adversaires, ils sont pas débiles quand même. Du coup, Mendes, maintenant, si vous regardez les matchs, il est souvent marqué de très très près. Là, ce soir, il avait souvent 1 voire 2 Lensois directement autour de lui. En même temps, il est au cœur du jeu, donc c'est un peu normal. Et du coup, Denayer, grâce à l'apport de Mendes, se retrouve parfois avec des boulevards devant lui, ce qui lui permet de faire ces percées-là. Parce que les 2 joueurs qui devraient logiquement lui bloquer le passage sont au final plus intéressés par les déplacements de Mendes que par ceux de Denayer balle au pied. Et au final, ça crée ce genre de décalage qui sont super importants et qui mènent souvent soit à des occasions, voire à des buts lyonnais. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet un peu de mettre l'accent sur le déplacement sans ballon de Mendes, qui justement, on en avait déjà parlé dans un précédent live, c'est que Mendes joue bas. Quand c'est Guimarães qui est en 6, Guimarães joue très bas et vient se placer souvent entre les 2 centraux pour relancer vraiment d'en bas et dans l'axe. Alors qu'à l'inverse, Mendes, lui, a tendance à monter un petit peu. Et du coup, les attaquants adverses se replient sur lui un peu pour empêcher de le trouver au sol. Ce qui du coup libère un espace pour Denayer ou pour Diomandé, mais on n'a pas vu Diomandé faire ça. Afin de monter un petit peu, de gagner des mètres balle au pied avant justement de transmettre à... Souvent c'est aux latéraux, mais ça peut des fois aussi être au 8. On voit beaucoup Paqueta dans ce registre-là où on voit le défenseur central suffisamment avancé pour ensuite libérer, ensuite Paqueta juste à se retourner ou alors à faire une petite déviation pour Dubois. On en a vu quelques-unes ce soir. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à noter, je trouve. C'est un peu cette dualité de situation quand t'as Guimarães qui joue très bas, et à l'inverse Mendes qui, un peu pour la même position de sentinelle entre guillemets, joue un petit peu plus haut et se fond un peu parmi les adversaires. Et au-delà de ça, je sais pas si t'as les stats, ta source de Denayer, les stats SofaScore. Oui, bien sûr, c'est juste une question de secondes. Je vois 2-3 choses qui, je pense, vont te plaire, donc je vais te laisser les commenter sur la colonne de droite en particulier. Aïe. Les 100% de précision de passe, c'est vraiment la stat de la sécurité. 3 long balls, 3 réussis. Enfin, c'est les... Il a fait du Marcelo, entre guillemets. Il a réussi à faire des belles transversales. Mais c'est super, c'est la preuve qu'il est en confiance. Pas vu. 0 ballon perdu sur 50 joués. C'est magnifique. Mais Denayer, il est... Enfin, moi, il m'impressionne. Il est arrivé à l'OL comme... c'était limite un pari. Et en fait, pour moi, il est titulaire dans... Alors, peut-être pas peut-être pas à Paris, quoique... Mais dans n'importe quelle équipe de Ligue 1, il a au moins sa place, quoi. À Paris, si Marquinhos est remis dans l'axe, dans la défense, est compté comme un défenseur central, je pense qu'il n'est pas titulaire. Mais en tout cas, il est la troisième solution, quoi. Mais oui, c'est ça. Alors que, va regarder dans tous les joueurs en prêt de Manchester City, un joueur qui devient... il a été quand même demi-finaliste européen en étant titulaire. Il n'y a pas un joueur sur 100 qui fait ce genre de prestat. Comme quoi, ça marche. Comme quoi, tu peux un peu galérer dans ta carrière en étant possédé par un gros club et enchaînant les prêts et avoir une très belle carrière. Donc bravo à Jason. Et bravo à ses 39 sur 39 passes réussies quand même. Hein. C'est toujours très agréable. Partez sur combien pour Jason ? 6 ou 6,5, honnêtement. Oh, un peu plus que 6. 6, c'est la note de neutralité. 6,5, moi, je dirais dans ce cas. Il nous sauve 2 fois dans la surface. Hein. Il te fait une super bonne interception du talon qui sauve les meubles. Parce que je pense qu'elle rentre, il est pas là. Moi, j'étais sur un 7. Ouais. 6,5, 7 pour un coup. On tourne à peu près autour de ça. Hein. Moi, j'aurais été sur 6,5 aussi.
Parce qu'il n'a pas fait forcément la différence, sachant qu'on s'est pris quand même 2 buts, c'est loin d'être un clean sheet. Il a empêché 2 buts. Oui, non mais je suis d'accord, il a empêché des buts. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a quand même une note, un 6,5-7, ça reste quand même une bonne note pour un défenseur central. Surtout quand on se prend 2 buts. Mais ça n'a pas été le grand élément déclencheur, décisif, quoi. Bonne nuit, Théo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, à bientôt. Tu pourras dormir vraiment à côté de toi, Théo. Alors, 6,5 ou 7, messieurs? 6,5, moi je pose 6,5 sur la table. Tu poses 6,5 sur la table. On part sur un 6,5 du coup? Cette expression me fera toujours rire. Quelle expression? Bon, l'expression là qui vient d'être employée, mais on va pas s'étendre plus longuement. Dans le chat. Un petit peu nul, les jeunes. Bon, allez, 6,5. Allez, 6,5. On y reviendra si on a d'autres choses à dire. Si on va aller. Allez, De Chilio. Alors, De Chilio, honnêtement, j'avais très très peur quand j'ai vu la compo et que j'ai vu qu'il était titularisé à gauche, à la place de Cornet qui était un cran plus haut. Parce que du coup, bien évidemment, on a un peu les réminiscences de sa performance contre Brest qui nous parviennent quand on apprend ça. Force est de constater que ce soir, ça s'est mieux passé. C'est mon expression. Ah bah, je te l'emprunte. Ce soir, ça s'est un petit peu mieux passé que contre Brest, dans le sens où il n'a pas été directement impliqué sur un but. Mais je reste un peu sur ma faim, quoi. Il en faut plus. C'était un peu mieux que contre Brest, mais il m'en faut beaucoup plus pour être vraiment emballé. Là, pour le coup, je vois pas vraiment en quoi il s'est différencié de Dubois, par exemple, sur ce match. Oui. C'est ce que j'allais dire. Il a un peu fait du Dubois sur ce match, c'est-à-dire que il a fait le job. Sauf que lui, c'est pas son poste. Oui, de 1, c'est pas son poste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait le job, il a pas pris d'énormes risques. Et en fait, c'est surtout, il a pas fait les mêmes erreurs qu'il avait fait au dernier match où il avait été titulaire, ou en tout cas qu'il avait eu pas mal de temps de jeu. Je me rappelle plus lequel c'était. Mais ouais, où il était la cause d'un but qu'on s'était pris, où il avait fait une remise de 2 buts. Enfin, sur l'un d'eux, il avait fait une remise dans l'axe, tout simplement dégueulasse. Oui, c'est contre Brest. Horrible. Horrible. Là, au moins, il a pas fait d'erreur. Bon, il a pas été exceptionnel. C'est pas un joueur qu'on a, qu'on possède. Ça lui fait du temps de jeu, sachant qu'on avait, on avait une absence en tant que Toko et Cambier, donc on avait dû remonter Cornet. C'est du bricolage. C'est pas. Moi, pour le coup, ce que j'aurais fait, vu que tu parles de bricolage et de la compo de ce soir, j'aurais fait un petit peu différemment, perso. Bon, après, c'est un peu dur de critiquer, sachant qu'on a gagné, mais je vais faire comme s'il n'y avait pas eu le match et comme si on devait faire la compo. Comme si t'apprenais la compo à l'instant. C'est ça. Moi, ce que j'aurais fait, perso, c'est que j'aurais plutôt mis Maxence, donc au milieu titulaire d'entrée, et ensuite Aouar ailier gauche, parce qu'il l'a déjà fait, et il sait le faire, et on en reparlera, mais vu sa prestation au milieu ce soir, peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il soit excentré à gauche. Et comme ça, on aurait eu Cornet qui serait resté à son poste de latéral gauche, car oui, maintenant Cornet est un latéral gauche. En tout cas, moi, je trouve que ça devrait être acté maintenant. Et du coup, on aurait eu, après, dans nos rêves les plus fous, on aurait eu des Chilio titulaires à droite contre Dubois, mais bon, ça, on a compris que ça n'arrivera pas. Il y a joué finalement. Donc oui, mais bon. Mais comme dit Woozy, on n'attend rien de lui, juste qu'il fasse pas de boulette, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Donc franchement, des Chilio, c'est quoi? C'est un petit peu mieux que Dubois. Je sais même pas si on peut dire que c'est mieux que Dubois. Ouais, c'est mieux que Dubois parce qu'il est pas sur un but, quoi. Ouais, mais en même temps, Dubois, il est aussi sur un but qu'on a marqué. Avec le centre pour le CSC. Moi, je me mettrais la même note que Dubois, en vrai. Moi, je mettrais 5. Je mettrais la moyenne, quand même, mais... Je vois pas pourquoi, en fait, on ne mettrait pas la moyenne. Bah, moi, je vois pas pourquoi Dubois aurait moins que lui. Après, on peut toujours réajuster, quoi, mais... Surtout que Dubois amène, entre guillemets, de façon très indirecte, le deuxième but.
alors que l'apport offensif de Deschilio a vraiment été inexistant, voire maigre, si on veut être gentil. Bah, en fait, Deschilio a été globalement moyen et sur la rencontre, et Dubois, en face, il a été globalement moyen-moins. Sauf que, du côté de Dubois, il y a l'implication sur le deuxième but. C'est ça, en fait, on peut leur mettre la même note. Hein. Moi, je suis pour leur mettre la même note. Qu'il y a 4,5 pour les deux, ça me paraît ok. Polydor qui dit 5. Mais ouais, je pensais aussi 4. Enfin, mettre la même note. Je pense que ça va jouer entre 4,5 et 5. Pas plus, pas moins. Et d'ailleurs, pour De Chilio, sur la fin de match, quand on se fait un petit peu remonter et qu'on est un petit peu dans la panade, ça passe de son côté, je crois. Le but que Lopez empêche en se saisissant du ballon, là, qui allait repartir en retrait, et où tout le monde croyait qu'il allait avoir but, ça vient de De Chilio, quand il est replacé à droite. Donc c'est aussi à apporter à son procès. C'est pour ça, ouais, honnêtement, 4,5, ça me paraît honnête. Ok. Donc la justification, c'est que il a été un peu meilleur que Dubois tout au long du match, sauf que Dubois a fait a été plus décisif sur le deuxième but lyonnais. C'est ça. Dubois a plus apporté offensivement, même si c'est pas. C'est la même note, mais c'est pas la même justification totale. Mais en tout cas, ça reste pas des bonnes performances. Ça, ça c'est sûr. Ok. Bon. Alors, il va content les tweeteuses de la Juve. Yes. Ils aiment bien un petit peu lui taper dessus quand il a des mauvaises notes. Plus il a, au final, ce qui est bien, c'est que en général, je préfère quand on met des bonnes notes aux joueurs qu'on va partager derrière. Et bah avec Deschilio, c'est complètement l'inverse. Parce que du coup, les supporters de la Juve sont tellement excités sur Deschilio qu'ils parlent. Très normal, un plaisir à le rabaisser un petit peu. Et ils adorent. Et voilà, donc mais bon, ça me fait rire moi. Ouais, donc ensuite on a Mendes, on va peut-être accélérer d'ailleurs un petit peu le mouvement. C'est simple, ouais. Mendes, je suggère, ta soeur a fait la manite, mais je suggérerais de laisser le set et voilà, merci monsieur, on se serre la main, et puis on revient même heure, même lieu, même endroit la semaine prochaine. Ça me va. Il a quoi en stat, Mendes, que je regarde? C'est tout. En fait, Mendes, j'ai l'impression que c'est un disque. C'est-à-dire, je l'ai dans ma poche, je le mets dans la machine et je sais exactement ce que je vais trouver. Moi, je dis toujours métronome pour Mendes. Et même à la fin, surtout à la fin, quand on était en séance d'excitation collective, voilà. De panique. De panique collective, voilà, c'est le mot que je trouvais pas. Bah, Mendes était un petit peu le seul qui essayait de poser le jeu, de se remettre dans le sens dans le bon sens du terrain et de jouer un petit peu lentement pour calmer ses coéquipiers et puis qu'on remette un petit peu le pied sur le ballon. Et c'est lui qui a raison, hein, parce que ce qu'on a fait à balancer les ballons, à faire n'importe quoi à la fin, là c'était... Bah, on a eu chaud aux fesses, donc on voit bien que c'était pas ce qu'il fallait faire, quoi. Clairement. Absolument. Du coup, Mendes, quelle note on pourrait lui mettre? Tu parlais d'un 7, Moi, je suggère un 7 ou un 7,5. D'ailleurs, je rajoute, je surenchéris même. Est-ce que vous vous souvenez, en début de seconde période, ça passe longue pour Kadewere, que ça termine en corner parce que Kadewere se fait contrer son tir par l'arrêt de Jean-Louis Leca. La passe vient de Mendes. Et la passe permet de gagner 40 mètres au moins. C'est une passe, je crois que c'est un extérieur du pied de Mendes qui ouvre justement vers Kadewere qui sprint et puis qui a une occasion de but derrière. Et si on regarde un petit peu sur SofaScore là pour faire un peu les matheux, ça fait 6 passes réussies sur 8 en profondeur pour Mendes. C'est pas mal, quand même. Ça c'est très très appréciable. Très clairement. Je crois que Paqueta aussi en a fait quelques-unes, de mémoire là, je me souviens de quelques-unes. Polydor qui dirait 7 aussi comme nous. Je pense qu'on va partir sur un 7. Le 7 aussi pour Woozy. Donc, on part sur un 7. On est tous d'accord, c'est très bien. Next,
Alors, on avait un Paqueta et un Aouar. On commence par le décevant ou le sympathique? Le sympathique. Allez, sympathique, on part sur Allez, Paqueta. Lucas. Bon bah Lucas, enfin... Sur ce match-là, c'était génial, hein, honnêtement. On va finir par manquer de mots pour parler de Lucas. Et là, il nous a fait une première heure de jeu encore. J'ai beaucoup aimé. Même les commentateurs de Canal+ ont été obligés de reconnaître sa... Enfin, pas obligés parce que... Enfin, disons qu'ils voient pas grand-chose d'habitude. Et là, même eux ont réussi à voir à quel point Lucas était important dans l'équipe. Et ils l'ont dit d'ailleurs à 2 voire 3 reprises en première mi-temps. Mais quel homme. Comme dit Grubb, c'est un masterclass. Et encore une fois, parce qu'il est régulier... Et c'est grâce à cette régularité qui nous fait un bien fou. C'est comme si tu prenais un joueur comme Aouar ou Memphis était à leur top performance, mais à chaque match. C'est-à-dire que c'est des trucs qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Même si Memphis, ces derniers temps, c'est quand même un petit peu amélioré. Mais Paqueta, je fais référence aussi au tableau de bord qu'on a fait pour la vidéo qu'on a sur YouTube. Il est constant. Depuis qu'il est arrivé, il fait que des bons matchs. À part quand il est arrivé, je crois, son premier match, c'était un match moyen. Mais dès qu'il a commencé à avoir des automatismes, il te fait des trucs. Moi, j'ai comme ça l'image d'une roulette qu'il fait où il met 2 joueurs dans le vent. Enfin, c'est splendide, quoi. C'est magnifique. Et puis il est sur le premier but qui est vraiment super beau. C'est lui qui fait la remise avec Memphis en 1-2. Et d'ailleurs, expliquez-moi qui fait la passe décisive réellement sur ce but, parce que certains me disent que c'est Paqueta, moi j'ai l'impression que c'est Kadewere. Quelle est la version officielle à retenir? Je ne sais pas si... là c'est compté pour Paqueta sur SofaScore, mais je sais pas si Kadewere la touche ou pas. Mais de toute façon, c'est très bien joué de la part de Kadewere. Mais... Oui, les deux sont... pour moi je mets une passe décisive aux deux, hein. Honnêtement, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé cette action. Ah ouais. Moi, j'étais persuadé justement que c'est Kadewere en faisant une espèce de petit truc bizarre. Il fait mine de toucher le ballon, et il le touche pas vraiment, ou alors il l'effleure. Au final, ça perturbe tout le monde sauf Memphis qui ensuite peut conclure. Enfin, c'est magnifique. Et oui, je suis d'accord avec Woozy à la fin. C'est vrai qu'il a... Oui. Je disais quand j'ai un petit peu commenté il y a 2-3 minutes, là, sur les 60 premières minutes. C'est vrai qu'il nous a fait une première heure de jeu, on l'a assez développé, hein, exceptionnel comme d'habitude, ce qui veut dire que du coup c'est pas exceptionnel par définition, mais voilà. Et c'est vrai que après c'était un petit peu plus difficile sur les 20-25 dernières minutes où en même temps il peut pas... c'est quand même un être humain, quoi. Puis, on peut pas lui en vouloir. Ils ont pas joué depuis quand même quelques jours, voire une semaine et demie, 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Donc il y a le rythme aussi qui perd et on va passer à voir dans quelques minutes. Mais à voir, je pense, c'est aussi le fait qu'il se soit entraîné pendant limite toutes ses vacances où il était un peu cuit, mais physiquement. Donc c'est l'investissement pour la suite. À voir. Mais pour Paqueta. J'ai une phrase pour Paqueta. Je pense pas qu'il est fatigué vraiment. Je pense plus que c'est un rythme à trouver, quoi. Ce qu'on peut dire pour Paqueta, c'est qu'il banalise l'exceptionnel. C'est beau. Ou alors il le normalise, un peu comme vous voulez. C'est beau. Salut Léo Déter. C'est vraiment beau. C'est une belle phrase. Salut Léo. Salut. Voilà, c'était la petite illumination un peu lyrique du soir. Merci. Et au-delà de ça, Paqueta, et ça j'en parlerai dans le point tactique, vous pouvez en être sûr. Je me le suis noté dans mon petit calepin de notes sur ce match. Avec un post-it fluo. On a eu un jeu en... Je crois que j'ai même tweeté d'ailleurs. Oui, j'ai tweeté sur ça. On a eu un jeu dans les petits espaces, en particulier entre la 30e et la 60e minute, qui était incroyable. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça. Ça me remontait au temps où devant c'était le 4-1-2-1-2 de Fournier avec Lacazette, Fekir et NG. Donc c'était... On a vu un jeu dans les petits espaces dans l'axe lensois qui était excellent. Des 1-2, des jeux en une touche. Enfin, vraiment, c'était un moment. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. C'est trop beau. C'est vraiment il est ça. vraiment impliqué là-dedans.
Bah, quasi à chaque fois. Donc Paqueta, ça donne quoi au niveau... Au niveau notes, vous avez quoi comme idée dans le chat? Non, on avait parlé d'un... Peut-être avant... Ouais, non, pardon. Continue. Excuse-moi. On avait parlé, la note de l'équipe, c'était 8. Polydor aussi, il dirait 8. Ouais. 8,5 pour Graves. Moi, j'étais sur un 8 aussi. 8 pour les Je dirais pas 8 jusqu'à 8,5 parce qu'il s'est un peu essoufflé sur la fin, on en a déjà un peu parlé. Stop. Père Craig qui nous a quittés. Je relance. Oula, il est... Le Père Craig. Il est toujours là. C'est bizarre, c'est vrai qu'il est là. Bon, bah écoute, on peut continuer. Comme dirait mon père, il y a de la friture sur la ligne. Ouais, mais du coup, il est au milieu et du coup, sur le chat. Oh, je sais pas ce qu'il a fait. Attends. Je le vire et je le remets. Si, problème technique. C'est les aléas du direct. Bug, I'm not recording that channel. Je le kick. D'ailleurs, pour poursuivre un petit peu là, le temps que les soucis de régie se résolvent. Parle de ta vie plutôt. Genre qu'on ait les jolies choses que tu je pourrais dire, c'est ça. Parce que après pour le best of donc les audios football, mais je crois que là dans le chat vous connaissez tous les audios football. Vu les noms, je connais à peu près tous les. Ah, cette partie là, c'est les anciens. Tous les noms dans le chat, donc là c'est les fidèles qui sont là souvent. C'est les vaillants. Comme d'habitude, hein, ça sortira pas demain soir, parce que demain soir c'est le débrief sur Twitter, mais après demain soir, à 20h30 sur la chaîne YouTube. Et voilà. Donc ouais, on a une grosse semaine là. Avec 2 matchs pour la semaine, plus la vidéo qu'on a sorti tout à l'heure sur YouTube aussi. Donc c'est vrai qu'on a une grosse semaine. Et d'ailleurs, dorénavant, les matchs sont à 20h au lieu de 21h. Je sais pas si vous avez remarqué un peu sur le calendrier. Okay. Les prochains matchs, donc Rennes, Metz, Bordeaux et Dijon, sont tous à 20h. Et il y a juste le 24 janvier, on a le derby contre Saint-Etienne à 21h. Oui, le derby est dans 17 jours, vous l'avez bien noté. Bah j'ai pas vu... Mais sinon les horaires c'est 20h. Ok, 20h, bah écoute, c'est bien. Comme ça on aura un créneau 22h minuit. C'est ça, on avance tout d'une heure, c'est tout propre. C'est comme l'heure d'été et l'heure d'hiver. C'est vrai que moi aussi c'est marqué 21h sur mon truc, comme en coup. Pour le match contre Saint-Etienne, oui, mais tous les autres sont à 20h. Le voilà de retour. J'ai déjà un petit problème où genre je les kick mais du serveur. Mais c'est bon, en coup, le match contre Saint-Etienne est à 21h, mais les 4 autres qui arrivent là parmi les 5 prochains matchs sont tous à 20h. J'ai comme lui dans mon calendrier, hein, j'ai 21h. C'est marrant, moi je regarde tout sur MaxiFoot, alors c'est peut-être pas le site le plus fiable, vous me direz, mais je vois 20h partout sauf pour le match contre Saint-Etienne. Vous dites qu'il dit Flashcore c'est du 21h. 21h aussi pour un coup. J'ai sur... mais à coup de pas, alors admettons que c'est 21h. Yes. Ouais, après c'est peut-être que les matchs n'ont pas encore été fixés, enfin l'horaire des matchs et tout ça. Enfin bref. Ouais, bon, c'est accessoire, on en reparlera. On verra bien sur le moment. C'est bon, du coup on peut y retourner. Donc on était sur la note de Paqueta, on était sur un 8. Je dis 8. Non, on était tous d'accord sur le 8. On était tous d'accord sur un 8. C'est Grubbs qui avait mis 8,5, mais en moyenne c'est vraiment tous sur 8. Hein. Allez, emballer c'est pesé. 8 pour Paqueta. Oussem. Parlons d'Oussem. C'est Ghost Oussem ce soir, le retour de Ghost Oussem. Je suis embêté parce qu'en fait, avec Awar, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que contre Nantes, on est un peu déçu. Contre Nice, c'est très bien. Et paf, on revient en 2021. Et contre Lens, bah c'est je sais pas, Ghost, hein. Enfin, y a pas d'autre. Ouais, c'est pas bien. C'est pas ce qu'on veut en fait. Mais c'est pas ce qu'il est capable. Mais voilà, c'est ça. C'est que on sait tellement ce qu'il peut faire que quand on voit qu'il fait rien sur la globalité d'un match comme c'est ce soir, bah franchement on est embêté, on est même peiné quoi. Enfin moi ça me peine de voir ce qu'a fait Awar ce soir.
En fait, le vrai problème, c'est que quand il était à côté de joueurs moyens, il arrivait à se démarquer et à être exceptionnel. Sauf que maintenant qu'il est aux côtés de joueurs comme Mendes, qui est revenu, mais Guimarães ou Paqueta, il est moins en lumière et c'est moins le joueur qui va briller et qui va emmener l'OL vers l'avant. Du coup, mis à part le dernier match où il avait fait vraiment un super match, il se cherche un peu, il n'arrive pas à faire les bonnes passes. Puis même là, je pense que c'était aussi un problème de rythme dû au fait qu'il s'est entraîné là pendant toutes les vacances à Dubaï. Donc à voir pour la suite, mais pour moi, c'est pas du tout je sais même pas s'il est dans le top 2, top 3 des meilleurs milieux de terrain de Ligue de Lyon dans l'effectif qu'on a. Non, pour moi actuellement il est 4ème voire 5ème. En fait, si on prend les états de forme, on a Paqueta en premier, je pense c'est indéniable. On est tous d'accord. Ça. Ensuite, on a Mendes ou Guimarães. Je dirais Mendes, mais ça se touche pour moi entre les deux. Je dirais Mendes parce qu'il est titulaire tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Quand Garcia a les deux, il préfère Mendes. Par 2 fois, il a préféré Mendes à Guimarães. Et après, Cacré, il joue pas beaucoup, donc c'est pas très significatif. Mais pour le coup, on va en parler juste après, mais ce soir, moi, j'ai beaucoup aimé. Dans le tempo, il était vraiment génial. Donc à voir, quelle note vous avez dans le chat? Quelles sont vos idées? Il a quoi comme statistique? Il y a rien. Il y a vraiment rien. C'est vraiment le visuel parle de lui-même. C'était pas, moi, j'ai pas aimé. Franchement, moi, je suis d'accord avec le chat. 5, on dépasse pas plus. On dépasse pas, quoi. 5. Ouais, 4,5. Même sur la heatmap, il y a des petits, des petits bons. En plus, un petit peu partout. Dans une faute d'humeur. Enfin, il est vraiment pas dans son assiette. Mais il se prend un jaune d'ailleurs. Oui, mais c'est pas le jaune est sans conséquence. Oui. Je traque un petit peu les suspensions et tout ça. Il y a pas d'alerte pour avoir. Donc Par contre, je peux vous l'annoncer, Paqueta, s'il se prend un jaune, il sera suspendu un match. Parce que la prochaine juste en comparant les hitmaps de Oussem et de Paqueta, alors ok, il y a peut-être il y a quelques minutes de jeu différents, mais Paqueta est vraiment sur son côté droit et t'as du rouge, quoi. Il est présent. Et merci du follow, Réseau. Merci, bienvenue. Installe-toi. Bonne année, tout ça. Et la totale. La totale. Et puis on le voit dans le jeu en fait que l'impact. Pourtant, ils ont un peu le même objectif, c'est-à-dire de récupérer le ballon de Mendes ou voire même de Denayer ou Diomandé s'il casse des lignes et de l'emmener et de projeter ensuite les attaquants. Sauf que t'en as un qui le fait quasi à chaque fois, Paqueta. Puis t'as Oussem qui essaye de porter le ballon et qui perd la balle parce qu'il fait un mauvais choix. Et il est régulier dans ça en ce moment. C'est pas la meilleure compétence à avoir, quoi. Ouais, du coup, Oussem, je pense qu'on est tous d'accord à peu près sur un 5. On ira ouais, 4,5 ou 5. Allez. Je vous laisse le 5, allez. 4,5 ou 5. Dans le chat, il y a Polydor sur un 5, Grub sur un 5 aussi. Moi je dis 5, mais dans les flops. Réseau, si t'as vu le match, tu penses... Oui. Tu penses que t'es sur quoi? Est-ce que ça te contente, SJ? 5 dans les flops. Oui, moi ça me va. Allez. 5 dans les flops. Comme ça, on fait un petit entre-deux. Moi, ça me va. Hein. Honnêtement, si ça confirme l'impression visuelle, pour moi, les flops, c'était les deux latéraux et Aouar. Parce que là, on va arriver à Cornet. Et partons sur Cornet, du coup, en entérinant le 5 pour Aouar. Cornet, repositionné, du coup, parce que bon, lui, on en a déjà parlé du mythe de l'homme polyvalent. Repositionné. C'est ça, oui, c'est ça. On l'a repositionné, puis là, en fait, on a cancel le repositionnement. On va retrouver Cornet au poste de gardien de but.
En fait, j'ai l'impression que Cornet, tu vois, on le met dans une boîte, on secoue la boîte, et quand on ouvre la boîte, bah tiens, remplaçant. Et un peu on subit ça. C'est-à-dire que c'est complètement aléatoire, on sait jamais à quoi s'attendre. Et puis là, bah hop, on l'a vu latéral, pardon, pas latéral, ailier gauche. Et honnêtement, je trouve que sa prestation est plutôt honorable. Le 6 là, tu vois, moi je l'enlèverais même pas. Honnêtement, Ouais. Ce soir, pour moi, Cornet, c'est 5,5 ou 6, sachant que sur le deuxième but... non, pardon. Sur le troisième but, c'est lui qui obtient le penalty en pénétrant dans la surface. Donc, honnêtement, pour Cornet, ce soir, ça me va. Ça me va, ouais. Son bon état de forme. Il gagnerait à ne pas... Comment dire, à ne pas être trimballé partout sur le terrain. Pour moi, même si... C'est ça, même si ce soir, effectivement, ça a été OK au poste d'ailier gauche, OK, hein, on va pas non plus monter sur nos grands chevaux ou quoi, ça a été OK. Ça a été 6. Et voilà, c'est ça. Et bah, le problème, c'est que ça doit... Enfin, forcément, il s'habitue à un poste. C'est dur de s'habituer à un poste comme le poste de latéral, surtout quand t'es buteur de formation, mais ça, on en a déjà assez parlé. Et là, on le remet encore ailier gauche, ça veut dire que la semaine prochaine, il va devoir se reprendre ses repères au poste de latéral. Enfin, faut aussi se mettre un tout petit peu à sa place et être trimballé comme ça toutes les 3 semaines. Ça doit commencer à être pesant, quoi. Et puis on a oublié de le dire, mais le penalty, c'est lui qui va le chercher, même si bon, il va le chercher parce que, normalement il y a but, hein. Il va le chercher parce qu'il rate son contrôle et qu'il a quand même assez d'accélération pour pouvoir retoucher le ballon juste avant le gardien. Mais le fait est que c'est quand même lui qui va le chercher. Et puis même, il y a la première ou seconde... Non, la première action du match où c'est juste qu'il cadre pas, mais la balle passe vraiment à quelques centimètres du poteau. Ouais, mais alors ça, je pense que c'est plutôt un point, entre guillemets, négatif. C'est-à-dire que cette occasion-là, pour moi, je me suis levé de ma chaise et je me suis arraché les cheveux quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un immanquable. Et il est parvenu à tirer à côté, même pas sur le poteau, à côté, alors qu'il démarre à 12 mètres du gardien, enfin il est vraiment pas loin. Normalement ça fait but dans... Je sais pas d'ailleurs à combien il est coté ce but, cette occasion-là. Je vais regarder dans les... Cette occasion-là, pardon. L'occasion, déjà l'action qui mène à cette occasion est magnifique. Ça. Et à la fin, il est seul sur son côté parce que le coulissage a été excellent sur notre offensive. Il se retrouve seul à l'entrée de la surface, un petit peu excentré à gauche, mais pas trop quand même excentré, enfin vraiment assez dans l'axe. C'est comme le but de Memphis. Et il nous la met à côté. Enfin, c'est vrai que j'ai revécu des heures sombres de cornet latéral, ailier gauche. Ça n'a pas vraiment été comptabilisé comme un X-Goals, parce qu'il a 0,06 de X-Goals, donc... Et même dans la timing chart, c'est pas très visible. Donc, c'est marrant. Parce que c'est je sais pas. En fait, je pense que c'est plus considéré comme une interception du gardien, sauf que vu qu'il fait faute... Ah non, le gardien a tout. Oui, mais... De quoi ? On parle pas du penalty. Hein. Ah, mais ok, oui, du premier... Mais la toute première occasion où il tire à côté très largement. C'était tôt, c'était genre à 5-6 minutes de jeu, je crois. Oui, c'est très tôt. Il y a absolument rien. Bizarre. C'est marrant. C'est bizarre. Parce que c'était une grosse occasion quand même. Oui. Pour moi, si je devais être la côté, j'aurais mis ça à 0,2, tu vois, ou un truc comme ça. C'est bizarre. Bon, c'est pas très grave. Enfin bref, on va pas débattre. Je suis assez d'accord avec il attaque comme un latéral en vrai maintenant, parce que on a vu qu'il était très souvent super bas sur le terrain. Et il avait les réflexes qui doivent être les réflexes d'un latéral. Et c'est vrai que c'est ce que je disais juste avant, hein. Le trimballer comme ça lui fait perdre ses repères des deux côtés en même temps. Donc je pense que c'est vraiment pas bénéfique pour lui. Déjà qu'avant il défendait comme un ailier, si maintenant il attaque comme un latéral, on est foutu. Et encore, heureusement qu'il fait pas peut-être le titulariser comme un remplaçant. Quoi. Heureusement qu'il fait pas comme Ekambi à varier ailier gauche et ailier droit, quoi, parce que là, suffirait quand même qu'il remplace Dubois au bout d'un moment. Oh alors là c'est bon, ça suffit. Cornet latéral droit. Allez, zou. Le pire c'est que je suis sûr que s'il est transféré quelque part, il jouera pas latéral gauche. Hein. Oui. Ouais. S'il est transféré quelque part, il jouera soit 9, soit ailier gauche ou droite, parce que bon, vu qu'il a les deux pieds un peu comme Ousmane Dembélé mais à l'envers,
À part s'il est transféré à Manchester City, ce serait quand même incroyable. Ouais, non, mais ça, alors ça, pour le coup, c'est pas crédible, ça. Ah, ce serait incroyable comme rumeur. Ou alors, si, ça peut être crédible dans la mesure où Benjamin Mendy pourrait se faire débarquer de Manchester City, parce que bon, il a un état de forme un peu douteux. Et City pourrait se dire, mais bon, là, on est dans la fiction totale. Venez, les mecs, on va aller chercher notre Némésis. En vrai, ce serait tellement une belle fake news, ça, à lancer. Une fausse rumeur mercato. Le retour du bouchon lyonnais. Ah, ce serait incroyable. Ceux qui sont sur Twitter, ils savent très bien de qui on parle. C'est incroyable. Donc du coup, Cornet, on est d'accord sur un petit 6 ? Ouais, 6. Une petite note. Tu vois, c'est le 6. C'est le 6. Vous avez quoi ? Tu vois, je te fais une tape dans le dos, je te donne un croissant, et puis à bientôt. On se revoit bientôt. Retour. Ouais, fais ton gros, allez, next. On partirait sur un 6, du coup. Je dois quand même... Ce qu'il y a dans le chat. Bon, je vais le marquer, puis on verra après. Tac. Fameux bouchon lyonnais, oui. Et oui, réseau. Bah, ça... en tout cas... C'était il y a quelques années. Enfin, quelques mois. Apparemment, on a fidélisé Réseau, là. Dans bon. Le chat, ça, je connais bien. J'aime beaucoup les débats qu'il y a ici. Première fois que je viens, et je reviendrai à chaque après-match de Lyon, je pense. Bah, merci beaucoup à toi, en tout cas. Super message, merci beaucoup. Sandwich. Ensuite, on part sur quoi ? Sur Tino ? Comme ça, on se termine avec le bouquet final. Avec Captain. Sur Tino Kadewere, Zimbabwean Kobalade, comme je le surnomme. Ouais, Moi, je le surnomme le Zoro Zimbabwe. ZZ. Ça, c'est du surnom. Alors, je vais regarder un peu. Kadewere, honnêtement, on peut aller à 6,5-7, je trouve. Ce soir, c'était encore une fois très intéressant. Dans l'intelligence, très 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 bien. En fait, le truc, c'est que genre là je sens déjà arriver les commentaires sur Twitter du genre ah, vous avez mis 6,5-7 à Kadewere, machin. Quel match vous avez vu et tout truc, mais parce qu'il a pas fait de stats. Sauf que en fait, Kadewere, il a une importance tellement prégnante dans le jeu sans ballon. Il est trop important sur ce genre d'aspect-là. Et par exemple, là, je vois sur SofaScore, la passe D, elle n'est pas comptabilisée pour lui sur le premier but. Et c'est probablement ça d'ailleurs. Mais même avoir l'intelligence de pas prendre le ballon parce qu'il a vu que Memphis a continué son appel et que Memphis est face au jeu et que Memphis a vu la brèche entre les deux défenseurs, sachant qu'il fixe aussi un des deux défenseurs centraux brestois en faisant ce qu'il fait. Donc, dans l'intelligence, dans le jeu sans ballon, Kadewere, vraiment, c'est excellent. Après, si on peut quand même dire 2-3 petits points un petit peu moins bien que d'habitude, là, il a eu 2 belles occasions. Et les 2 fois, ça a été arrêté par le cas. Par les cas, effectivement. Et Jean-Louis. Voilà. Et donc ouais, enfin, tellement plus intelligent qu'un Traoré, je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et donc ouais, moi je suis sur un 6,5 au minimum, quoi. 6,5-7. Moi j'aurais dit 7. Il y a Polydor qui est sur un 7, 7,5. Hein. Pour un deuxième set aussi en dessous, Uzi. Et puis en fait, il se révèle dans ce rôle d'ailier droit un petit peu, même si c'est pas complètement ailier droit. Hein, c'est quand même un ailier droit qui a beaucoup tendance à être dans la surface, dans la zone chaude. Et il est dans le half space en fait, si tu regardes la heatmap. Ouais. Et c'est ce que t'as dit d'ailleurs dans la vidéo, SJ, c'est que il bénéficie énormément. On en parlera juste après du travail de Memphis. Tascour, est-ce que tu peux poser la heatmap de Memphis, s'il te plaît, au stream du coup, parce que moi je l'ai devant moi, mais c'est pas très intéressant pour bien sûr pour les viewers vu que c'est ton écran qui peux y aller sous les yeux. Sans l'avoir regardé, sans en la regardant, pardon, on se rend compte de l'importance de Memphis en fait. Bah, c'est vraiment lui qui fait jouer l'équipe. C'est vraiment flagrant. Il est au milieu de terrain, à droite, à gauche, au centre. Le premier but de Memphis est l'illustration même de ce qu'il apporte, et en plus de ça, c'est lui qui l'inscrit. Mais même si ça avait été quelqu'un d'autre à la finition, le but il était pour lui. Hein.
Enfin, c'est lui qui prend la balle au milieu de terrain, c'est lui qui a 2 personnes sur son dos dès la ligne médiane. C'est lui qui voit Paqueta qui est démarqué, hop, ça passe Paqueta, il continue son effort. Ça, c'est un truc que j'aimerais voir tellement plus souvent à Lyon, même si c'est beaucoup mieux ces derniers temps, c'est quand tu passes la balle, tu continues ton effort. Tu passes, tu fais un nouvel appel. Tu passes, tu fais un nouvel appel. Et là, il nous l'a fait. Et franchement, le but, il est magnifique. Il nous a créé une brèche entre les deux défenseurs centraux, avec, comme je disais juste avant, l'aide de Kadewere qui fixe aussi un des deux. Tactiquement, cette action, je pourrais en parler pendant 30 minutes. Hein. C'est du football. C'est ça. Avec un grand F. D'ailleurs, vous souvenez peut-être quand Omar Da Fonseca parlait de Messi avec la fameuse formule de il met le couvert et ensuite il mange le dessert, ou je sais pas quoi, enfin, pour dire qu'il fait toutes les étapes de l'action, il participe à toutes les étapes de l'action. C'est un peu la même chose, je trouve, avec Memphis sur ce premier but, c'est-à-dire que il crée la passe pour Paqueta, qui lui remet en se servant ensuite de l'écran et de la déviation ou tentative de déviation de Kadewere. Memphis transforme le but. Enfin, c'est magnifique. Il fait tout. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment, je pense, pour compléter le propos de Ferrandinho, c'est une attitude de capitaine. Oui, c'est ça. C'est le leader technique. Mais vraiment, c'est lui qui fait jouer l'équipe. Et qui boudait un peu en sortant aussi. Hein. Toujours. J'ai bien aimé. Ça fait pas de mal. Oui, c'est ça. Mais même l'interview qu'il a donnée, il y avait une question sur comment l'équipe a joué. Et c'était la première mi-temps, super. Et la deuxième, on doit pas faire des prestations comme ça. C'est pas de notre niveau. Donc ça, c'est la première partie de l'interview. Ensuite, par rapport au classement, c'est le classique. On regarde pas les autres. Ok, PSG, Lille, ils ont pas fait des bons résultats. C'est pas grave, on trace notre route. Mais puis étonnamment, après... lui, tu vois, tu dis le classique, tout ça. Étonnamment, quand il l'a dit à ce moment-là, contrairement à beaucoup d'autres joueurs, j'y ai cru. Ouais, mais c'est ça. C'est quand il le dit, c'est pas, il le dit avec une fraîcheur. C'est en mode, c'est pas, il le dit pas pour faire de la langue de bois, tiens. Il le dit parce que il est focus, parce que il transmet vraiment cette impression qu'il pense ça et qu'il le dit parce qu'il a aucune pression. C'est très propre. Et par rapport à son avenir, même lui est pas encore décidé. Je pense que c'est juste il laisse à son agent et il fait des choix à la fin, quoi. Donc il y a rien à ajouter là-dessus. Tiens, prenons les paris un peu, soyons un petit peu joueurs. Est-ce que vous posez une pièce sur la table pour dire que Memphis reste jusqu'à la fin de la saison ou pas? Oui. Tassour? Oui. Moi aussi, je suis de cet avis-là aussi. En fait, je dis oui parce que pour moi, ce serait tellement une belle histoire pour Memphis qui arrivait de Manchester United en étant un peu le refoulé de Mourinho, quoi. Le petit, le petit qui parce qu'il avait, qui n'était pas aimé de Mourinho. Et quand il arrivait, il y a eu une grosse hype à Lyon, sauf que sur le terrain, c'était un bon joueur, mais on en attendait tellement, c'était pas aussi bien que ce qu'on attendait, quoi. Et en fait, il a grandi à Lyon et il s'est affirmé. Et entre le Memphis qui arrive à Lyon et le Memphis qui a maintenant, t'as l'impression que t'as accueilli un gamin et tu ressors, c'est un daron, quoi. C'est un mec sûr de lui, mature, un capitaine. Un capitaine. Tu mets vraiment sur quelque chose d'important. Dans le sens où, à Lyon, il a pas forcément grandi en tant que joueur, il a grandi en tant qu'homme. Et je pense que c'est vraiment ça qui a changé Memphis entre ce qu'il a pu produire à Manchester United et qu'il a produit chez nous depuis 4 ans, hein, à peu près maintenant. Il a tellement vu passer de joueurs, même des joueurs du centre qui sont partis ensuite dans des grands clubs. Par exemple, un Tolisso ou alors... Lacazette, Fekir. Lacazette, Fekir. C'est des joueurs... pas parti dans un grand club, mais ça aurait Oui, mais c'est des joueurs qui ont marqué le club
et qui... enfin, si tu vois, c'est des cycles d'effectifs, c'est limite des générations d'effectifs dont il a fait partie. Et en fait, chaque génération, bah, t'as un Memphis différent. Et là, on a Memphis capitaine, Memphis leader technique, leader de vestiaire. Et en vrai, si on remporte le championnat et qu'il part grandet Memphis avec les honneurs, enfin, quelle meilleure histoire il aurait pu rêver, en fait. Honnêtement, il a tout intérêt. Memphis a tout intérêt, l'OL a tout intérêt, et les clubs intéressés par Memphis, tous ont tout intérêt à ce qu'il fasse ces derniers mois. Surtout que faut pas oublier qu'il y a l'Euro aussi en fin de. Justement, je voulais y venir. Au mercato là, enfin l'été prochain. Donc, si il remporte le championnat, qu'il est en confiance et tout, de un, il va être appelé forcément avec sa sélection. Et de deux, il va être dans les meilleures dispositions pour faire la meilleure performance possible. Mais d'ailleurs, j'aurais même envie d'être encore plus joueur. Je vais vous dire un truc, et on pourra le clipper ou autre pour l'histoire. Moi, je pense que si l'OL, admettons, tout ça, c'est de la fiction à partir de maintenant. Je suis d'accord avec ce que tu vas dire. Admettons que l'OL remporte le championnat, ce qui est une possibilité. Je ne dis pas que c'est faisable, machin. Si, c'est faisable, donc c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va arriver, mais pour moi, ça peut le faire. Que Memphis accepte de prolonger à l'OL, alors 1 an, 2 ans, 100 ans, peu importe, ça c'est accessoire, fasse l'Euro, fasse un top Euro, et ensuite ait des offres à, je sais pas, 40, 50 millions, des trucs très très sympas. Ce serait, je pense, le meilleur moyen de terminer l'histoire et de partir avec vraiment tout le monde heureux. L'OL avec un chèque énorme, Memphis avec un top club, et voilà. Toutes les parties seraient contentes. Pour moi, la réelle condition de ça, c'est si on gagne la Ligue 1 et que du coup, on est qualifié en Champions League directement, et aussi, et je pense que c'est un paramètre qu'il faut ajouter, c'est le fait qu'on aura probablement un nouvel entraîneur. Et en fonction de ça aussi, ça peut peser. C'est-à-dire qu'un entraîneur, ça montre aussi quels sont les objectifs à moyen et long terme du club. Ouais. Voilà, les ambitions. Et le problème, c'est qu'on a envoyé au-delà que, franchement, tactiquement, c'est plutôt bon. C'est juste la personne qui ne passe pas à Lyon avec Rudy Garcia. C'est l'identité du gars. Et le problème en ayant nommé Rudy Garcia après Silvinho, c'est que ça envoyait une image de fin des ambitions. Même si Silvinho, ça n'a pas marché, Silvinho, c'était un nouveau tournant pour le club. Et le problème, c'est qu'en revenant à quelqu'un du genre Rudy Garcia, on a fait 1, 2, 3 pas en arrière, en repassant sur le fameux modèle du coach français qui a déjà fait tous les clubs et tous les machins, du vu et revu qu'on connaît, qui marche à peu près, on va pas dire le contraire, et là qui est en train de très bien marcher, ça j'en suis très content. Mais au niveau de l'image, ça renvoie une image au groupe qui est une image de plusieurs pas faits en arrière, je trouve. Et c'est pour ça que la notion de l'entraîneur sera aussi très importante, je pense, pour Memphis et pour aussi tout le reste de l'effectif niveau mercato. Hein. Barbex, il nous demande, ça nous dérangerait de garder Garcia, même s'il gagne la Ligue 1. Est-ce qu'on répondrait pas à cette question juste après avoir dit les notes on la garde, on finit les notations. Là, il nous reste juste Kadewere et Memphis à noter. Il reste plus qu'à mettre les notes. Ouais, c'est ça. Et puis après, on répond à ta question. On garde la question. On garde ça au jeu. Alors, Kadewere, quelle note? On avait dit 7, Kadewere. Ouais, 7 pour Kadewere. 7 dans le chat, vous êtes sur quelle note? Il y avait du 7. Ah oui, il y avait du 7. Faut remonter un petit peu. 7 pour Woozy. Ouais, il y avait un 7, 7,5 pour Polydor. Ouais, je pense qu'on va partir sur un 7. Hein. 7, c'est bien. Et moi, je mettrais, je sais pas pour vous, mais j'aurais mis 7,5 à Memphis. Ah, tu le mets en dessous de Paqueta? Oh. Paqueta à 8 hein, quand même. Moi, je le mets au même niveau que Paqueta. Je mets les deux à 8, perso. Pareil. Moi, allez, banco. Ouais. Allez. En gros, tu vois, je trouve que le symbole de mettre les deux sur la même note, sachant l'action qu'ils nous ont faite pour mettre le premier but ensemble, je me dis, c'est beau aussi, quoi. Allez, 15 matchs d'affilée sans défaite, ça me va. Je vais être compatissant. T'es de bonne humeur.
Puis 2 buts quand même. Non, honnêtement, moi je me suis vraiment diverti sur la première mi-temps. J'ai beaucoup aimé. La première heure de jeu, ouais, c'était régal. Et je sais pas pour vous, je voulais justement en parler 2-3 minutes avant de partir. On le fera après les remplaçants, mais parler un peu de l'avant-match contre Rennes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire comme ça petit à petit de live en live, c'est-à-dire d'avoir un peu un œil sur le prochain adversaire quelques minutes avant de partir. Mais bon, on en reparlera. Les remplaçants, on va pas les faire. Hein. Ils ont joué 20 minutes. Peut-être Cacré. Il a joué 20 minutes. Bon, ok, admettons. On peut l'enlever alors. Je vois pas forcément de. Le seul qu'on pourrait noter, c'est parce qu'il est entré à la 66e, donc il a joué 27 minutes, c'est Cherki. Mais j'ai pas envie de le noter. Enfin, genre, si je devais le noter, ce serait 4, quoi. Ouais, Cherki, on l'a pas trop vu. C'est pas. 4,5. Ouais, t'as raison, je pense qu'on devrait arrêter de vouloir à tout prix noter les remplaçants quand il y a des matchs comme ça. Ça. Avec très peu, on va dire, d'apport des remplaçants. Exactement. Si c'est pour leur mettre un 5 ou un 5,5 de qui dit. Ouais, ou alors le non noté pour brasser du vent. Exactement. C'est ça. Grubbs nous dit il a toujours mal terminé dans ses clubs, en parlant de Garcia, j'imagine. Pas convaincu que ce soit un coach à garder sur la durée. On peut retourner sur cette question, je suis reparti avec cette scène. Pour Garcia, en fait, je suis d'accord avec Ferrandino sur le fait que c'est l'image que ça renvoie. Mais en parallèle, même si toute proportion gardée, c'est un peu comme je parle ça sur l'aspect, même si il gagne la Ligue 1, on renouvelle pas son contrat. C'est avec The Last Dance de Michael Jordan, toute proportion gardée, encore une fois. Oh non, ça va me spoiler. Non, mais il n'y a rien à spoiler. Hein. C'est c'est l'histoire, il n'y a rien à spoiler. Même s'il gagne le championnat, fin de cycle, en fait. En fait, il n'y a pas la vision moyen terme, long terme avec ça. Donc c'est bon, next. Enfin, on l'a signé pour 2 ans. Puis au-delà de ça, factuellement parlant, comme tu viens de le dire, on l'a signé pour 2 ans. Ce serait même pas le virer, ce serait juste, pars à la fin de ton contrat, tu vois? Comme ça, tout le monde garde une bonne image de l'autre et lui, il retrouve un autre club après où il sera beaucoup plus accepté et où il pourra montrer ses qualités tactiques parce qu'elles sont existantes. On peut pas nier qu'elles sont enfin, on peut pas dire qu'il n'en a pas. Elles sont présentes. C'est juste un défaut de la personne qu'il est dans le club qu'il est. Donc, imaginons qu'il gagne le titre. À quel moment il pourra partir de Lyon avec une meilleure image que cette année j'ai gagné le titre avec Lyon alors que ça faisait 12 ans qu'ils avaient pu gagner de titres en Ligue 1 et 10 ans qu'ils avaient pu rien gagner du tout. À quel moment est-ce qu'il pourra partir du club et trouver un meilleur club, le meilleur club possible pour lui, à part après avoir gagné ce titre, ce potentiel titre, on va dire? Jamais. Donc là, si on le laisse libre, c'est même pas c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas qu'on le vire, c'est qu'on le laisse libre. Donc tout le monde part avec une très bonne image de l'autre et on est très content et nous, on peut reprendre notre marche en avant au niveau des ambitions et j'ajouterais en plus, ça serait franchement dommage de prolonger un Garcia, qui a été choisi par Houllier, qui est l'image de l'OL des années 2010 qui n'a rien gagné et sachant que c'est un tournant énorme l'été prochain parce que aussi tous nos staffs arrivent en fin de contrat et on va peut-être enfin pouvoir se débarrasser des poids lourds, qu'on a dans le staff. Suivez mon regard, monsieur Baticle, qu'on n'entend plus du tout d'ailleurs, mais voilà et le truc, c'est que enfin, c'est la conséquence d'une triste nouvelle, mais le décès de Gérard Houllier fait aussi qu'on doit enfin se tourner vers l'avenir et on doit enfin se tourner vers notre directeur sportif et lui donner enfin les clés du wagon et le laisser, faire ce qu'il a à faire, quoi. C'est son métier, directeur sportif maintenant, Juninho. Donc laissons-le, diriger sportivement. Et il a fait ses preuves, en tout cas en termes de recrutement au milieu. Je pense qu'on va pas se plaindre. Et d'ailleurs, pour continuer sur Garcia, l'OL n'a plus gagné de titre depuis 2012,
Mais Garcia n'a plus gagné de titre depuis 2011, donc le titre cette année en 2020, ce sera un peu le moyen pour tout le monde de se remettre un peu en selle. C'est ça, oublions les années 2010. Et puis tournons-nous vers la nouveauté. Voilà, donc c'est... C'est très beau. Je pense que c'est même sur ces belles paroles qu'on va conclure le live. Hein. Je pense que c'est bien. Est-ce que vous voulez peut-être faire 2-3 mots sur Rennes, du coup, qui arrive très vite, qui arrive samedi? Moi, j'ai 2-3 mots déjà. C'est que vu que ça arrive très vite, bah, ça va nous faire pas mal de taf. Qui arrive dimanche, non? Samedi. C'est samedi? Oui. Ah bah ça m'arrange. Oui, j'imagine bien que ça t'arrange. Ah mais oui, attends, mais c'est cool ça en fait. Ça m'arrange. Pourquoi Mais ça a été avancé? Parce que moi, sur mon calendrier, c'est dimanche. Non, c'est samedi pour le coup, ça c'est sûr. Mais c'est super, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un live. Et oui, parce qu'en gros, pour vous expliquer la situation, on avait potentiellement ce week-end un petit problème d'organisation pour faire le live. Yes, parce que je devais remonter sur Lyon pour mes cours. Et le souci, c'est que je vais pas prendre mon gros PC fixe pour aller à Lyon. Et imagine le mec, il prend héberger. C'est un peu compliqué, quoi. C'est encore la tour, je pourrais la mettre dans ma valise, tu vois, mais les écrans, je peux pas prendre de vêtements, quoi. Donc, et puis même, là-bas, je vais devoir streamer avec ma 4G. Alors, ok, elle est bien, mais je vais aller complètement bousiller mon forfait, quoi. Enfin bon, c'est une bonne nouvelle. Du coup, au prochain stream, samedi soir, 23h10, comme à votre habitude. Et je tiens à dire quand même, nous sommes actuellement le 7 janvier, et sachez que le 7 janvier, c'est la Saint-Raymond. Et donc, je voulais souhaiter la bonne Saint-Raymond à tous les Nantais. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup ce soir sur le live, mais ça me faisait bien rire de voir qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Raymond. Et voilà, courage à nos amis nantais. Spéciale dédicace au 0-0 du premier match de Raymond. Contre Rennes. Nos prochains adversaires. Exactement. Donc, enfin, prochain. Parce que là, c'est Rennes. Oui, c'est plutôt nos anciens adversaires Nantes. Ouais. Oui, non, mais on joue Rennes la prochaine fois. Oui. J'ai pas compris du coup le rapport avec Domenech, mais bon, c'est pas grave. C'est que le match d'aujourd'hui, c'était un Nantes-Rennes. Ah, d'accord. Et oui. Trop dans le futur, là, j'ai pas suivi. On a recollé les wagons. Exactement. Exactement. J'essaierai de regarder le match. Bah écoute, ouais, regarde le match, c'est quand même cool. Puis après, t'inquiète, t'auras les replays, tout ça sur YouTube. Exactement. Il y aura nos contenus habituels. Nos contenus habituels. Donc le débrief Twitter à 20h30 le lendemain du match. 21h, pardon. Et le best-of donc du live, ou alors si on fait pas de live, on fait un truc entre nous. En audio en J+2 du match à 20h30. Sur YouTube. Le contenu sur YouTube, donc le YouTube, il y a le lien juste en dessous. Je vais rebalancer la vidéo. La vidéo de... Alors, je vous laisse le faire en vrai. Alors, on a parlé de Lille au tout début. C'était nos 20 premières minutes. Donc ouais, on a bien vu ça. C'est cool. Tac. Et puis comment vous le sentez là un peu à chaud le match contre Rennes? Je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que Rennes, ils sont pas si forts que ça. Enfin, ils ont enchaîné quand même quelques victoires avant la trêve. Mais là, on voit 0-0 contre Nantes. Il y a 4 victoires avant la trêve. C'est contre qui ces victoires-là? Parce que... C'était contre Nice, Marseille, Lorient et Metz. Ouais, bah voilà. Lorient-Metz, bof bof. Nice, bah c'était Vieira, bof bof. Et puis Marseille, je sais même pas pour Marseille. En plus, c'est quand Marseille a été dans la tempête, parce que Marseille, du coup, s'est pris cette défaite contre Rennes, puis a fait nul contre Reims, puis est allé perdre à Angers. Angers, c'est vraiment nos meilleurs potes. Hein. Ils battent Marseille, ils battent Lille. Ils perdent contre nous.
Ouais, c'est ça, c'est les frérots en fait. Ils nous feed et ils empêchent les autres de scorer des points, donc c'est très appréciable. Ils vont prendre. Je sais pas s'ils arriveront à prendre la place de Rennes quand même dans nos petits cœurs. Même si Rennes a quand même pas mal écorné son image, ils nous ont bien fait chier avec la Champions League cette année. Ouais. Mais en vrai, Rennes, c'est tellement des frérots. Enfin, genre, honnêtement, si Rennes n'était pas passé par le chemin de Lyon, dites-vous que là, je pense vraiment pas être dans l'abus. On serait encore avec Genesio. Putain. Moi, je m'en rappellerai toujours, hein, ce but du latéral gauche de Rami. Oh là Rami. là. Mais dommage en vrai qu'il soit parti au mercato estival, parce que s'il était revenu pour un match, mais ça aurait été vraiment l'acclamation dans le stade, hein. Et je déconne même pas, hein. Autant que Garcia se faisait fait à tous les matchs quand il y avait les annoncements des joueurs, hein. Enfin... Mais lui, l'année prochaine, si Gladbach est en Ligue des Champions et qu'on les rencontre ou qu'on les a dans notre groupe, mais il va Ah, ce serait incroyable. Et si tant est le Covid est fini et on a des gens dans le stade, les doigts. Bah, franchement, Rami Ben Sebaini, il va avoir les plus grosses ovations qu'on n'a jamais vues dans un stade, hein. De fou. Vraiment, vraiment insane. Bon, bah sur ce... on va vous laisser. Je vous remets dans le chat le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu, le bilan de la mi-saison sur lesquels on a travaillé ces dernières semaines. Et puis nous, on va vous laisser. Merci encore de nous avoir suivis. Hein. Ce serait très gentil. Mettez des pouces. À plus, Barbex. Merci, Réseau. Merci, Woozy. Merci, Grubbs. Merci à tous ceux qui étaient là pendant le chat. Merci, Polydor, évidemment. Merci à tous. C'est les fidèles. C'est les fidèles. C'est ceux... c'est les fidèles, c'est ça. C'est les fidèles. Cuba a eu son fidèle Castro, nous on a notre fidèle Polydor. Oh, les envolées lyriques de fin de surnom, quoi. Ça, c'est du surnom. C'est cadeau, c'est pour vous. Et vraiment, enfin, j'insiste un petit peu sur ce point-là, mais n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qu'on a mis sur YouTube et à liker si ça vous plaît, parce qu'on a mis beaucoup d'heures de travail, de cœur à faire la vidéo. On a essayé de se donner à fond. Donc voilà. Voilà pour nous. Voilà, merci à tous. Et puis nous, on se retrouve samedi soir. Enfin, avant, on se retrouve évidemment demain soir pour le débrief Twitter. Et puis dans 2 jours pour le best-of de ce live, si vous n'avez pas tout suivi, si vous êtes arrivé en cours. Enfin, et puis même dans 2 jours, vous aurez peut-être oublié tout ce qu'on a dit dans ce live. 21h demain, 20h30 dans 2 jours. Et puis... samedi soir 23h10 en stream ici même. On espère vous y voir. Et on termine sur des messages d'amour dans le chat, donc c'est parfait. Une petite vague de cœur, une petite vague de cœur pour partir, ce serait beau. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, à samedi. Bonne nuit à tous, bonne journée demain enfin bonne journée dans quelques heures du coup vu qu'on est déjà demain. Surtout pour ceux qui ont cours comme moi. Puis à bientôt. À bientôt. Le lien du live pour les annonces Twitter aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça on le met dans le chat. Ah oui, on a oublié Oui, c'est moi. 1000 excuses. Prochaine fois, il faudra que je mette le lien du live dans le Twitter.